Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette soirée dans la série, évidemment, des soirées Internet alors Internet et l'accès à la musique. Mon nom est Josée Plamondon, je suis présidente du comité Internet d'Alliance numérique, le réseau de l'industrie numérique au Québec. Donc, cette soirée porte sur l'accès à la musique. Alors, on remercie d'abord notre commanditaire Agent Solo, ainsi que les commanditaires de la web diffusion, car cet événement est web diffusé en direct et sera archivé, donc accessible sur des différents sites web, dont celui d'Iconoclast, iconoclast.ca. Alors, les commanditaires sont évidemment iconoclast.ca et la SOCAN. On les remercie. Donc, tu veux pas qu'on te remercie? On ne les remercie pas, alors. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Robert Bisaillon, qui se présentera lui-même, puisqu'il ne veut pas être remercié, et donc qui est le modérateur pour ce panel de discussion. Merci et bonne soirée. Merci d'être là. Il y avait longtemps qu'on voulait adresser les questions d'enjeux du numérique et de la musique en particulier, notamment avec l'industrie des technologies et faire le pont avec l'industrie du disque, si on peut encore l'appeler par ce nom-là. L'année dernière, au mois de juin, il y avait eu une première soirée conjointe Musique numérique et Alliance numérique, ici aussi aux Catacombes, le 16 juin, où on avait un peu fait du ménage, ou en tout cas, disons que ça avait été une soirée assez touffue, où on avait comme mis sur la table tous les enjeux associés à la nouvelle dynamique là, qui implique l'accès à la musique en ligne. Mais cette année, on a pu élargir cette collaboration-là avec la DISC et les rencontres. Je remercie Liette d'ailleurs. Et donc, il y a 3 panels formels dans le cadre des rencontres de la DISC qui débutent demain matin, qui se font en alliance avec Alliance numérique. Mais il y a aussi cette soirée de ce soir où on voulait le faire extramuros, si on veut, puis peut-être aborder des questions. Une question qui, de mon point de vue, est extrêmement épineuse et qu'on doit constamment remettre à l'ordre du jour, qui est celle de l'accès, mais de l'accès aussi dans une logique de recréer une forme d'économie dans l'industrie de la musique à l'ère numérique. Donc, on est très chanceux aujourd'hui parce qu'on a un très beau panel. Donc, Liette Bouchard, tout d'abord, immédiatement à ma droite, qui est co-directrice de la DISC, directrice générale de la SOPROC, et aussi au conseil d'administration de Résonne, qui est une société qui perçoit et redistribue le droit voisin des producteurs et des interprètes. On a Jane McGarrigle, qui représente les auteurs-compositeurs, qui est membre de la Songwriters Association of Canada, qu'on a invité spécifiquement parce qu'ils ont lancé, il y a de cela probablement 2 ans déjà, un projet de proposition qui vise à monétiser, pour utiliser le terme qu'ils emploient eux-mêmes, monétiser les échanges de musique entre particuliers à des fins non commerciales. On a Anthony Aymon qui est ici pour représenter la composante des consommateurs, qui est toujours partout. Tu dois consommer beaucoup, hein? Anthony Aymon, donc, qui est avocat, qui est juriste à l'Union des consommateurs, qui s'occupe des dossiers de télécommunications et de droits d'auteur. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Éric Baptiste, qui est le nouveau directeur général, chef de la direction de la SOCAN, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada. Donc, d'entrée de jeu, mes panélistes sont déjà avertis, ils ont un petit 5 minutes chacun pour mettre la table par rapport à la question centrale qui est comment on fait pour essayer de réinsuffler une forme d'économie dans l'industrie de la musique enregistrée, compte tenu de l'arrivée des nouvelles technologies puis de la capacité de faire circuler la musique à une vitesse puis avec une ampleur inconnue auparavant. Donc, je laisse tout de suite, on va débuter avec Liette. Dis-nous donc, de votre point de vue, ou de ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? Où s'en va-t-on? Qu'est-ce qui nous attend? D'abord, merci de m'avoir invité. Alors, je suis ici surtout à titre de SOPROC, plutôt, parce que l'angle était d'abord et surtout du point de vue de la gestion collective, des nouvelles façons peut-être de rémunérer, dans un contexte justement où on ne peut plus vraiment parler d'industrie du disque, mais il faut parler de l'industrie de la musique. Le disque, la vente de disques est en chute libre, on le sait, c'est pas une nouvelle. Il va en être encore question dans les rencontres dans les 2 prochaines journées. C'est une industrie, c'est sûr, qui est en chute libre en ce qui est trait au support physique, mais qui est encore très vivante autrement.
autrement, c'est-à-dire sur les plateformes numériques et encore évidemment en spectacle. On ne se le cachera pas non plus, les ventes de disques, les chiffres sont sortis, ont été dévoilés la semaine dernière. Je pense que c'est 2 albums qui, en 2010, ont réussi à vendre 25 000 copies. Des 100 000 copies, il n'y en a pas cette année. Il n'y en a eu aucun album qui a franchi le cap du 100 000 copies. Alors, il faut vraiment regarder ça autrement, avec d'autres lunettes. Et il est clair pour nous que c'est un ensemble de solutions. Il y a différents modèles qui sont tentés, expérimentés, mais c'est évidemment pour nous un cocktail, je dirais, de plusieurs solutions. C'est sûr que ça passe pour nous d'abord et avant tout, d'abord et avant tout, par une législation sur le droit d'auteur qui va vraiment reconnaître le droit d'auteur, mais non pas s'orienter comme ça a été le cas avec le projet de loi C-32, avec une loi qui favorise un peu trop l'utilisateur, donc au détriment du créateur de contenu. Donc, une loi sur le droit d'auteur beaucoup plus adaptée aux besoins. Elle est désuète, cette loi-là, et le projet de loi C-32 n'était pas une bonne loi. Heureusement, ce projet de loi est mort au feuilleton, mais on verra avec les prochaines élections le sort de ce projet-là. Est-ce que ça va être un C-32 bis ou un C-32 bis pire? On ne sait pas. On verra. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres régimes, puis ça, encore une fois, ça découle de la loi, mais qui pour nous est essentiel, le régime de copie privée qui doit être élargi à tous les supports, parce qu'il faut vraiment distinguer l'accès au contenu et la copie de ce contenu-là. Et trop galvaudent les termes, trop de gens mélangent tout ça. Il y a l'accès à un contenu, l'accès à du contenu sur l'Internet, mais la copie de ce contenu-là. Donc, c'est clair pour nous que le régime de copie privée doit être élargi à tous les supports permettant la copie de musique. Donc, ça, c'est une des solutions aussi. C'est clair aussi que le développement encore trop peut-être frileux des services de musique en ligne attrayants, intéressants, faciles d'utilisation. Ce développement de services-là va être une solution, va être une clé dans le fait que les internautes auront envie d'aller consulter ces services-là. Bien sûr, certains vont dire, oui, mais vous avez, il n'y a pas encore Pandora, par exemple, au Canada, il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est à cause des tarifs devant la Commission du droit d'auteur. Bon, c'est sûr qu'une gestion plus ordonnée, plus facile de tous les droits d'auteur devant la Commission du droit d'auteur pourrait être déjà un autre élément de la solution. La Commission du droit d'auteur a déjà, lors du dernier tarif de la radio commerciale, nous a invité tout le monde à entendre finalement les tarifs dans une même et seule audience. SOCAN, Eviélé Soproc, Resound, Artisty, CSA, on était tous ensemble et on a fait valoir donc chacun nos tarifs dans une seule et même audience. Alors, ça va être avec des tarifs comme ça qui vont être entendus dans la Commission du droit d'auteur qu'on aura en place des barèmes, des tarifs pour que ces services-là, Pandora, Spotify et autres, viennent au Canada avec des règles du jeu claires. C'est sûr qu'il y a un autre partenariat qui serait celui avec les fournisseurs d'accès Internet et les moteurs de recherche. Il faut développer des modèles, des manières de travailler pour essayer ultimement d'endiguer le plus possible le piratage et travailler avec eux à ce qu'on trouve une manière de faire circuler les contenus légalement sur les réseaux. Donc, je dirais grosso modo, et pour terminer, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait aussi dire ce que nous, chacun de nos groupes, souhaitions ou ne souhaitions pas. Et comme j'ai Mme McGarrigle à côté de moi, je peux vous dire que nous, de notre côté, la licence globale, je sais que vous allez en parler, ce n'est pas le modèle que nous privilégions. Certainement pas, pour plusieurs raisons dont on va, j'imagine, parler tout à l'heure. Donc voilà, ça fait le tour des solutions qui, selon nous, seraient des solutions à regarder, évidemment. Merci, Liette. On reviendra sur certains des éléments que tu as soulignés. Jane? Merci. Déjà, il faut que tu te défendes. Au départ, je m'excuse d'avance pour les fautes de grammaire que je suis quasiment sûre de faire, là, parce que je suis une anglophone. Surtout quand je suis dans la technique ou dans un langage particulier, là, dans le numérique et dans le disque et tout. Moi, je suis ici à titre de représentante de Songwriters Association of Canada. Comme auteur et aussi comme représentante d'auteurs qui ont leurs propres éditions, une administration des éditions. Donc, un en particulier a eu un succès assez important mondialement et qui anciennement a touché un chiffre d'affaires très important, je pourrais dire, et on voit en ce moment évidemment une chute à cause des perceptions qui ont baissé dans le disque. Liette en a parlé un peu.
Ce qui arrive au Canada, ça arrive partout. Les chutes en bande de disques, c'est imparlable, c'est invivable. Alors, tout ça pour dire qu'on voit avec le partage des fichiers musicaux en ligne qu'il y a une perte immense aux auteurs-compositeurs. Le chiffre que je vais citer ici, c'est par rapport au Canada. Si on se base sur... si on pourrait prévoir rajouter un 5 $ par mois au service des fournisseurs d'Internet, on pourrait prévoir un 420 millions de dollars pour les auteurs au Canada. Si vous remontez ça à 10 $ par mois, on pourrait prévoir, par exemple, 840 millions de dollars qui seraient distribués aux auteurs au Canada. C'est une somme importante qui ne touche pas en ce moment. Parce que 95%, remarquez, des fichiers qui sont partagés en ligne en ce moment ne sont pas légaux. Ça se partage j'allais dire entre amis, c'est sûr qu'on devient des amis, mais c'est non commercial. C'est un revenu, une perte qui se manifeste non seulement dans le chiffre d'affaires des artistes et dans leur gagne-pain, mais dans l'industrie du disque même, qui, en ce moment, tout le monde se regarde. Quelle est la solution? How will we breathe life back into this business? Si vous comprenez ce que je dis. Comment ramener une vie dans cette industrie? Vraiment ramener l'industrie à la vie. Merci, Jean. Parce qu'elle serait un peu morte, quoi. Heureusement, j'ai des amis dans la salle. Jean-Robert, entre autres. OK, pour continuer, vous avez d'abord les fournisseurs d'Internet. Il faut aborder la question avec eux, voir s'ils seraient disposés, oui ou non, à s'engager à une solution telle que celle qui est contemplée. Il faut aussi voir si les gens seraient disposés à payer un supplément, si vous voulez, au chiffre qu'ils payent en ce moment pour le service mensuel. On a été ravis et étonnés d'apprendre, d'après un sondage qui a été fait récemment au Canada, The CROP Survey, que dans le groupe d'âge entre 15 ans et 34 ans, entre 62 et 69% seraient disposés à payer un supplément pour pouvoir partager des fichiers musicaux de façon non commerciale. Ça nous a étonnés. On savait déjà qu'il y avait une étude qui avait été faite en Angleterre, ou The Hertfordshire Study, où je crois le chiffre était 80%. Ça, je ne peux pas vous citer l'âge des gens qui faisaient partie du sondage, ou je ne sais pas trop à quelle époque c'était fait. Je pense dans les 5... Éric, vous devez savoir. Là, non, ça fait pas longtemps. OK, 4 ou 5 ans. 80%. On se demandait si on pouvait prévoir un résultat pareil au Canada. On n'a pas eu ça, mais entre 62 et 69% des gens qu'on peut dire sont les consommateurs les plus évidents de la musique au Canada. Alors, c'est ça, nous, on prévoit une façon on ne défend pas la piraterie, bien sûr, mais une façon d'aller chercher les sous, les redevances qui sont vraiment dues moralement aux auteurs, en chargeant un supplément, en faisant une distribution d'après une clé de répartition qui serait négociée par tous les ayants droit qui pourraient toucher à cette somme. Alors, c'est ça. Ça ne prévoit pas que ça soit légalisé, seulement que ça soit licencié. Pour que, en ce moment, les poursuites qui se font, ça tombe absolument à rien. C'est nul. La business continue, same as yesterday. Et je pense que le moment est venu, même on a dépassé le moment où ça devrait se réaliser, ce projet-là. Alors, je vous laisse avec cette pensée-là. Merci. Anthony. Alors, puis peut-être déjà rebondir sur peut-être ce qui vient d'être avancé par Mme McGarrigle à l'effet que les gens sont prêts à payer. Oui,
Sont-ils prêts à payer? Effectivement, mais je vais remercier l'Alliance numérique pour l'invitation et puis je te remercie également de m'avoir invité ici. Oui, effectivement, les consommateurs sont prêts à payer et avant d'enchaîner sur la licence, pas une licence globale, mais effectivement une licence pour la mise à disposition, pour les échanges entre amis, dirons-nous, je vais juste revenir sur ce que nous, on veut pas. Et le modèle qu'on veut pas, c'est la riposte graduée, les modèles Adopi, où c'est-à-dire on va déconnecter les gens, ou on fait de la riposte, ou on poursuit les gens. Ça, c'est hors de question. Donc on n'en veut pas au Canada. On était très content de voir dans C32, il n'y en avait pas. Je vais juste rebondir aussi sur qui sont les grands vainqueurs de C32. C'était finalement pas l'utilisateur, c'était les grandes industries du jeu vidéo qui étaient les grands artisans de C32 avec les DRM, les fameuses mesures techniques de protection qui enfermaient tout le contenu. Et là, l'accès était problématique parce que la définition dans la loi était extrêmement large et enfermait tout ce contenu. Et c'était vraiment des verrous à ce niveau-là. Donc ça, on n'en voulait pas. Et les grands vainqueurs de C32, c'était ces grandes industries, pas l'utilisateur, parce que dès qu'il y avait un verrou, c'était terminé, on ne pouvait plus y accéder. Les autres modèles, donc la licence pour la mise à disposition, on l'a défendu dans C32 aux représentations, on est favorable à ce type. C'est une solution parmi d'autres. Il y en a dans le marché actuellement à l'étranger. Spotify, Deezer sont des modèles pour de la musique en streaming. Il y en a d'autres. Il y a Bizik aussi qui existe, un modèle avec de la publicité où on est forcé de regarder de la publicité. On ne peut pas à ce moment-là zapper le téléchargement. On est obligé de regarder la publicité qui est très ciblée. Donc ça aussi, c'est un modèle qui est intéressant. Il y a des voies à explorer pour arriver à ramener de l'argent dans la musique. La musique est loin d'être morte. Effectivement, c'est plutôt le disque qui a des problèmes, le support physique, parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, on s'échange facilement cela. Mais les consommateurs dépensent plus pour aller dans les spectacles. Ils veulent aller vivre des expériences, voir leurs artistes en concert. Donc, c'est important de tenir compte de cela également. D'autres initiatives sont à souligner comme Bandcamp ou Kickstarter qui permettent aux consommateurs, aux utilisateurs de financer les artistes, de les aider, d'avoir des plus-values en quelque sorte parce qu'ils peuvent obtenir des CD sortes dédicacés ou des choses supplémentaires. Puis ils ont l'impression d'être impliqués dans le projet de la création en étant assimilés à un producteur parfois lorsqu'il donne des montants qui sont assez importants. L'ONF a fait ça aussi, tout Scoprod. Donc ce sont là encore des voies à explorer qui sont naissantes. Il y a des balbutiements à ce niveau-là. L'autre point également qui est malheureusement inexploité, je trouve, ce sont les métadatas qui, à l'intérieur des fichiers musicaux qui pourraient être placés pour, effectivement, avec les moteurs de recherche et avec toutes ces données, ces informations personnelles qui circulent, en tenant compte évidemment de la protection de la vie privée, on pourrait voir à mettre en place pour ces métadatas des outils pour justement mettre plus facilement en relation l'artiste avec son public et identifier qui écoute finalement cet artiste, où il se situe, et ainsi arriver à faire des spectacles dans des salles qui vont être maximisées au niveau du nombre de personnes qui pourraient être là et payer pour venir voir l'artiste. Mais on peut aller encore plus loin. Je n'ai pas toutes les clés et toutes les solutions, mais ce sont des pistes qu'il faut explorer et il faut aller de l'avant, il faut être innovant. Le cinéma le fait, lui, de son côté, en proposant la 3D ou d'autres pour essayer de combattre et d'endiguer en quelque sorte le téléchargement et Internet. Donc, c'est tous ces modèles et il n'y en a pas un seul, il va y en avoir plusieurs, et parce qu'il y a plusieurs publics, chaque personne cherche quelque chose de différent, donc certains voudront effectivement payer peut-être un supplément chaque mois à leur fournisseur de services Internet pour pouvoir télécharger de la musique sur des réseaux peer-to-peer, BitTorrent, quels qu'ils soient. D'autres préféreront peut-être regarder de la publicité et puis le télécharger sur les plateformes où ils seront plus en sécurité selon eux. Mais on n'a pas une solution unique à tous ces problèmes. Il va y en avoir de multiples et c'est ça qui est effectivement très intéressant, je crois, actuellement ce que nous vivons, c'est voir toutes ces mutations et ce qui peut arriver et changer. Et il faut surtout tenir compte des utilisateurs parce que c'est le public, c'est lui qui au final va décider qui va être le grand gagnant et ce à quoi il va adhérer au final. Il l'a déjà démontré d'ailleurs. Oui. Monsieur Baptiste. Monsieur Bisaillon. Ça va plutôt bien. J'aime bien déjà. J'espère que vous n'allez rien gâcher. Non, je pense que je vais essayer de rien gâcher, effectivement. Non, je pense qu'effectivement,
Les interventions ce soir sont convergentes d'une certaine manière, même s'il y a des nuances. La SOCAN partage en grande partie cette approche consistant à d'abord reconnaître que la musique n'est pas elle-même en crise. C'est une banalité, mais je crois qu'il faut le répéter souvent. La musique n'a jamais été aussi populaire, n'a jamais été aussi appréciée, n'a jamais été autant partout autour de nous. C'est son accès, c'est le caractère événementiel de l'achat d'un enregistrement qui a un peu disparu. Auparavant, quand moi j'étais plus jeune, c'était un événement que d'aller acheter un disque. Aujourd'hui, c'est plus un événement d'aller acheter autre chose, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau jeu vidéo, un nouveau téléphone. Donc la musique est concurrencée par ça dans l'esprit des gens qui étaient ces acheteurs principaux, les jeunes, et qui ont toujours pas beaucoup plus d'argent à dépenser. Ce qui est important, c'est que il faut garder un certain nombre de points en tête, comme le fait, par exemple, que les modèles de gestion collective, les modèles qui consistent à donner accès à la musique sans vouloir contrôler exagérément la manière dont cette musique est mise à disposition du public par des opérateurs, sont des modèles qui ont prouvé leur capacité de résistance. Si on regarde les chiffres de l'industrie du disque, par rapport aux chiffres de l'industrie des éditeurs de musique ou des sociétés de gestion collective à travers le monde, on voit deux tendances particulièrement opposées dans ces 10 dernières années. On en voit une qui est comme ça, l'industrie du disque, c'est global, il n'y a pas particulièrement un pays ou une compagnie qui s'est mal comportée, c'est un mode de consommation de la musique qui est en perte de vitesse. Et puis si vous regardez les perceptions mondiales des sociétés d'auteurs, c'est comme ça, c'est le contraire, un doublement en 10 ans. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Et notamment, il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est l'investissement dans les nouveaux talents, l'investissement dans la promotion des nouvelles productions des gens qui ont déjà une carrière. Et il faut que des gens puissent faire des paris économiques, et c'est tout le travail du producteur, et c'est pas moi qui devrais le dire, mais c'est le défi auquel on est confronté, de permettre à l'équivalent aux producteurs ou à l'équivalent des producteurs dans le futur de prendre des paris, d'assister des talents, des artistes, des créateurs, en prenant des risques et en étant récompensés. Alors ceci étant dit, à la SOCAN, nous on est tout à fait agnostique en termes de modèle d'affaires. Parfois, ce qui nous énerve, c'est d'entendre des gens dire « Ah, l'avenir, c'est le freemium comme Spotify » ou « L'avenir, c'est la publicité Pandora ». Je pense que, comme beaucoup de gens l'ont dit autour de la table, l'avenir, c'est un ensemble de solutions. C'est pas du tout notre rôle de vouloir dire le gagnant va être celui-là, et c'est une stratégie qu'un certain nombre d'entités ont choisi jusqu'à présent, de dire on met tous nos pions derrière tel modèle, puis quand ça marche pas, on passe à un autre, et on lasse le public avec ça. Ce qui n'est pas malgré tout très simple, parce qu'il y a un foisonnement de modèles, il y a un foisonnement d'initiatives. Pour l'instant, il faut bien reconnaître que quelles que soient les conditions d'autorisation, ici ou ailleurs, ces modèles peinent à trouver leur rentabilité. Donc, indépendamment de ce qu'on peut faire pour eux, ils ont du mal à établir un modèle d'affaires durable, amenant de l'argent à leurs propres actionnaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas déjà qui ont du potentiel, mais ça veut dire que il faut faire attention à leur donner le temps de faire leurs preuves, tous ces modèles. Et on est loin d'être hostile à la SOCAN aux diverses hypothèses liées aux fournisseurs d'accès Internet qui existent ici ou là. Il y a celle de la SAC, il y a celle de la gamme ici au Québec, qu'on étudie de près, on fait beaucoup d'expertise de ce point de vue-là. Mais il faut faire attention à ce qu'elles ne soient pas l'un ou l'autre ou les deux des modèles qui empêchent toute autre culture d'écologie. Voilà. On a subi une catastrophe écologique. Alors c'est un tremblement de terre, c'est un ouragan, c'est un changement climatique, je ne sais pas ce que c'est, mais l'écologie de la musique enregistrée qui avait été très très forte dans les années 70, 80 et début des années 90 a subi un cataclysme. Il faut faire attention à ce que les mesures que l'on prend ne soient pas de nature à empêcher la renaissance de divers arbres, diverses plantes, de gens différents. Il faut pas s'arrêter sur Pandora, Spotify. Je pense qu'en grande partie, les décisions de venir ou pas au Canada sont liées à beaucoup de facteurs, y compris la taille du marché, les priorités, etc. Quand on regarde le fonctionnement de la Commission du droit d'auteur,
Certes, c'est un peu plus long que dans certains pays, mais au moins ça donne une certaine visibilité aux opérateurs. Et je pense qu'ils peuvent regarder l'expérience de la Commission, qui a pris des décisions historiquement sur pas mal de tarifs. Et quand on regarde ça avec un regard un peu froid, ces décisions sont plutôt équilibrées. Et je pense qu'un opérateur, et j'en parlais avec l'un important dont je ne révélerai pas le nom il y a quelques semaines, ces opérateurs se rendent compte qu'effectivement, il n'y a pas un risque considérable à se lancer au Canada parce que la Commission du droit d'auteur prendra une décision qui est probablement en ligne avec le fait qu'historiquement, elle a pris des décisions équilibrées. Donc, pour résumer ces quelques mots d'introduction, il faut qu'on travaille tous ensemble ici, dans ce pays, pour essayer de partir du point de vue que ça ne peut pas être business as usual. On ne peut pas essayer de tirer la couverture à soi. Ça a été essayé par les uns, par les autres, ici et ailleurs. On est face à une rupture historique. Et il faut que tous ensemble, on essaye de créer un environnement qui, permette à divers modèles d'affaires de prospérer, sans vouloir choisir nous-mêmes celui qui sera, ou ceux qui seront gagnants. Pour moi, c'est le marché qui doit décider. On doit juste donner des conditions équilibrées et égales pour tout le monde. Il ne faut pas vouloir blâmer le consommateur. Le consommateur, il fait ce qu'il peut. On est tous pareils. Si on peut avoir quelque chose pas cher, on va chercher le pas cher pour l'alimentation, pour l'ameublement. Pourquoi pas la musique ? Il n'y a rien de sacré dans la musique. Peut-être qu'on peut continuer à expliquer le danger, mais je pense que ça ne sert à rien de vouloir aller contre cette tendance naturelle. On cherche à vouloir acheter ce que l'on veut le moins cher possible, et on veut, quand on travaille nous-mêmes, être payé le plus cher possible. C'est une contradiction, mais elle est dans toute l'économie. Et il faut qu'on essaye de dépasser nos disputes historiques, et peut-être on accepte d'expérimenter, de prendre des risques et de tenter des choses, de faire un bilan ensemble, et puis si ça fonctionne pas, bien de passer à autre chose. Mais ouvrons les portes, soyons imaginatifs, et donnons-nous l'objectif de donner accès à la musique sans vouloir contrôler les modèles d'affaires et sans vouloir contrôler les comportements. À partir du moment où la seule limite qu'on a, nous, à la SOCAN, c'est qu'il faut que la valeur qui soit reconnue aux œuvres pour nos créateurs soit raisonnable, parce que nous n'existons pas pour brader la musique de nos membres. C'est parfois difficile à entendre pour les consommateurs ou certains décideurs politiques, mais tous les membres de la SOCAN, ils sont 100 000 dans le pays, ils travaillent, c'est un plaisir, c'est une passion, mais c'est aussi une activité économique, et je crois qu'on leur doit ce respect-là minimum, de reconnaître que toute peine mérite salaire et que tout talent exceptionnel mérite salaire exceptionnel. Merci. Bon, il y a déjà beaucoup de questions soulevées, mais je rebondirai peut-être immédiatement sur ce que tu viens d'amener comme point d'éclairage. Sur cette question d'expérimenter, mais à la fois de respecter un peu un cycle, une écologie ou une synergie qui a été déjà éprouvée dans le secteur, notamment de faire valider des tarifs décents par la Commission du droit d'auteur. Comment on fait pour balancer, au moment où on se parle, ce que je pourrais appeler l'urgence de revenir à une forme d'économie tangible pour les créateurs? Comment on fait pour balancer cette urgence avec le fait que pour faire en sorte que les nouveaux modèles soient légaux, cadrés, ainsi de suite, il y a toujours un temps, il y a une nécessité d'être très patient. Comment on fait pour expérimenter dans un contexte où il faut aller dans le fond à la Commission du droit d'auteur pour faire valider des tarifs? Et pour nous illustrer ça aussi, tu nous disais qu'il y avait un accroissement des revenus provenant de l'exploitation du droit d'auteur, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est pas simplement un accroissement de l'offre musicale, un accroissement de la consommation at large? Et quelle est finalement la proportion du numérique dans cet accroissement et compte pourquoi? Est-ce qu'on est en train effectivement de tout louper, le virage numérique, et est-ce qu'on se donne les moyens de faire le virage suffisamment rapidement? Alors ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de choisir celle qui m'arrange.
Sur le dernier point déjà, effectivement, C'est seulement ça. l'essentiel de l'accroissement au niveau mondial, mais on le constate dans un pays comme le Canada, par exemple. La SOCAN a vu ses revenus, alors avec quelques fluctuations, quand il y a une crise économique majeure comme en 2008-2009, bien sûr, on a une chute. Mais c'est effectivement parce que c'est lié à ce qu'on disait tous, la musique est extrêmement populaire, il y a de plus en plus de canaux un peu traditionnels qui utilisent la musique et qui sont des radiodiffuseurs, des télévisions, le câble, de plus en plus, etc. Et on a été capable de s'adapter très très vite à ces besoins et d'accompagner les opérateurs dans leur nouveau développement, leur nouveau modèle d'affaires, dans une relation gagnant-gagnant où aujourd'hui, je pense que Rogers ou Bell ou Vidéotron dans son activité câblo-distributeur certes préférerait payer moins, mais c'est pas un problème, j'imagine, c'est pas un problème existentiel pour eux. Ça fait partie du coût normal de rémunérer les auteurs quand ils offrent des services sur le réseau câblé. Les mêmes avec leur casquette fournisseurs d'accès Internet ou fournisseurs de services mobiles ne voient pas la même chose. Or aujourd'hui, c'est la même prise souvent qui amène des services qui se ressemblent de plus en plus, et donc il est important de réfléchir avec eux au rôle que ces acteurs, qui sont des acteurs historiques du marché canadien, ce rôle qui change. Donc, autrement, on risque effectivement de louper un peu ce tournant, parce que d'autres sont là, d'autres attendent. Apple TV est là, le service est là, et ça c'est au-dessus, comme on dit en anglais, over the top. Ça contourne les systèmes de facturation des opérateurs. Oui, et tout ce que tu évoques là, ce sont des solutions fermées. Absolument, cadré, propriétaire. Absolument. Alors que le web et cette érosion de l'économie numérique, elle n'est pas due... Oui, elle est due effectivement à la lenteur de ces acteurs-là aussi à prendre le virage numérique et à faire des offres commerciales à valeur ajoutée, mais elle est aussi due c'est le médium lui-même qui fait aussi que les gens ont préféré l'échange. Oui, alors historiquement aussi en grande partie parce que les offres ont tardé à se développer. Elles sont aujourd'hui disponibles en grande partie. Encore qu'on peut argumenter par rapport à des besoins spécialisés, des restrictions géographiques, le fait qu'on ne peut pas obtenir un certain nombre de choses dans certains magasins quand on n'est pas dans le bon pays, qu'on n'a pas la bonne carte de crédit, des choses que je trouve un peu dommage parce que ça amène les gens, les plus motivés en tout cas, à se tourner vers d'autres solutions qui ne sont pas celles qu'on chercherait. Mais ces offres ont un peu tardé à se mettre en œuvre, il faut être honnête, il faut reconnaître qu'on n'a pas été parfait. Je ne cherche pas à pointer le doigt. Mais est-ce que l'avenir repose que sur des offres cadrées de cette nature, ou est-ce qu'on ne reconnaît pas aussi le propre du nouveau médium et sa capacité aussi à faire circuler de la musique autrement que par des offres commerciales bien cadrées? Je sais que la copie privée a mauvaise presse actuellement, et notamment ici au Canada. Mais c'est un instrument relativement moderne et que je dirais proche des besoins des consommateurs, qui est sous-estimé. Ça n'est pas la panacée. Quand des technologies sont arrivées dans les années 60-70 qui ont menacé les modes traditionnels d'exploitation de la musique, des Européens ont inventé cette compensation pour copie privée qui a permis de dire aux consommateurs ne vous inquiétez pas, vous faites une copie d'un disque sur une cassette, c'est pas vraiment autorisé, mais on n'ira pas vous poursuivre, et en échange il y a une petite redevance qui n'est pas une taxe, qui est une compensation, ou même je vais le dire une licence, qui est perçue de manière indolore par le consommateur, et c'est pas des grosses sommes, il faut être très honnête. Aujourd'hui, je trouve qu'on vilipende ça, on diabolise ça, alors que c'est quelque chose qui respecte la vie privée. Alors beaucoup de solutions, les métadatas, c'est très important, mais j'ai pas très envie que des gens exploitent minent mon disque dur ou mes flux pour savoir ce que j'aime pas, etc. Le profilage, il y en a beaucoup trop dans la vie d'aujourd'hui. Il faut qu'on travaille sur tout ça. Et qu'on voit s'il n'y a pas dans notre boîte à outils des choses qu'on peut moderniser, et qu'on le fasse sans tabou. Pour moi, la copie privée, c'est pas une taxe sur les consommateurs, désolé. C'est un moyen de permettre au public d'utiliser la musique ou des œuvres au-delà de la musique d'ailleurs, de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome, tout en faisant en sorte que les ayants droit il y a là un lobby des manufacturiers, j'imagine. Bien sûr, mais qui sont ces gens?
ce sont des manufacturiers étrangers. Alors je ne cherche pas non plus à stigmatiser les étrangers, mais ça fait la peau, entre autres. Voilà, ce sont des gens, des manufacturiers qui eux ont un seul objectif, c'est maximiser leurs bénéfices. C'est normal, c'est pour ça qu'ils sont en affaires. Dans la plupart des cas, on voit que quand une redevance pour copie privée est instaurée, elle est absorbée en grommelant, en se plaignant par les manufacturiers. Exemple, j'arrête là parce que je ne fais que parler, l'iPad en France. L'iPad. Grande protestation d'Apple quand l'iPad a été soumis à la copie privée en France en début de l'année. L'iPad 1, il a été vendu, je ne sais plus à quel prix, mettons 600 € pour le modèle de base, ou le modèle moyen. Apple l'a augmenté à, je sais pas, 640. Maintenant, c'est l'iPad 2 qu'on achète ou qu'on essaye d'acheter, parce qu'il n'est pas vraiment facile à acheter. Eh ben, il est moins cher que l'iPad 1, avec la copie privée inclus. Donc, il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup de lobbying, mais à la fin du jour, le consommateur est quand même relativement en charge, et y compris les manufacturiers ne peuvent pas lui imposer des prix déraisonnables. Simplement, le consommateur est parfois instrumentalisé par des gens, et c'est dommage que les politiques souvent n'arrivent pas à faire la part des choses, et je souhaiterais que les consommateurs réfléchissent un peu plus à ça, et peut-être qu'on peut c'est un peu votre rôle aussi, voilà, à tous les quatre. Donc un dialogue, et à plein d'autres de mobiliser. Travaillons ensemble parce que nous sommes plus proches des consommateurs que, à mon avis, les gens qui leur vendent des gadgets magnifiques. Liette, justement, sur l'extension de la copie privée, mais aussi, on n'a pas beaucoup de temps, c'est des choses qui vont vite. Tu as, d'entrée de jeu, mis la table en disant qu'il fallait privilégier toute une panoplie de solutions, et vous avez tous renchéri sur cette question. Donc, partons du principe que, justement, une redevance pour copie privée ajoutée au prix d'un lecteur de musique, ça fait partie de cette panoplie. Parle-nous-en, puis dis-nous aussi pourquoi la licence générale étendue ou la licence globale permettant les échanges non commerciaux, pourquoi ça ne peut pas aussi faire partie de la panoplie? Alors, bon, si je parle de copie privée pour tout de suite, l'extension du régime de copie privée sur tous les supports, c'est la suite logique d'une redevance sur la cassette. À l'époque, on ne pouvait pas aller dans tous les foyers, empêcher les gens de copier, donc comme disait Eric, on a permis aux gens de copier à la maison sur une cassette. Posait pas de problème. 29 sous la cassette, ça va. Ou quelque chose comme ça, mais sur le CD, en tout cas, c'est 29 sous. Le lecteur MP3, l'iPod, ce que la CPCP demandait, c'était de 2 à 20 $. Donc, le petit shuffle, 2 $ de redevance, 20 $ sur l'iPod qui peut contenir jusqu'à 40 000 chansons. C'est quand même pas énorme, 20 $. Et avec l'exemple que tu donnes avec l'iPad, c'est encore, bon, c'est éloquent aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut cohabiter avec d'autres modèles, avec d'autres régimes. Parce que tantôt, je disais, il y a une différence entre l'accès à l'œuvre ou à l'enregistrement original et la copie de cet enregistrement-là. Mais on s'entend, mais là-dessus, tu as insisté beaucoup là-dessus, on s'entend-tu qu'à la fin de la journée, si je veux entendre Led Zeppelin, que je l'aille ou que je l'écoute, c'est la même affaire? Non, je parle de la copie. Je comprends. La copie additionnelle. Alors, tu veux l'écouter en streaming sur un site, c'est l'accès, et tu veux en faire une copie dans ton ordinateur ou dans ton iPod, c'est ça la copie dont on parle. En effet, mais à la fin de la journée, pour le consommateur, c'est l'expérience d'avoir entendu cette chanson-là qui compte, parce que de plus en plus, la musique aussi, il y a une certaine perte de valeur, et je suis désolé, je suis musicien moi-même, je suis désolé de l'avouer, il y a une certaine perte de valeur associée à la musique, et c'est pas grave dans la mesure où les gens l'écoutent. Il n'y a pas tellement une perte de valeur à la musique. Parce qu'elle vaut beaucoup. À la chanson individuelle, par exemple. La musique, c'est une grande chose, hein? C'est de l'art. Ça dépend d'où on passe. Donc, ça ne perd pas de valeur en tant que tel, mais le petit snippet de 3 minutes, sa valeur bouge, on s'entend. Oui. Mais un iPod vide, ça ne vaut rien. Un iPod plein, ça vaut quelque chose. Clair. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai la copie, elle a une valeur pour celui qui l'a fait, puisqu'il ne la ferait pas, cette copie, sur son iPod. Il voudrait rien faire. Je pense qu'on peut dire que chaque facilité d'accès à la musique pour le consommateur a une valeur en soi. C'est-à-dire qu'on est dans une économie aujourd'hui où c'est les services que l'on rend aux gens qui font la différence. Chaque banque se plie en 4 pour essayer d'offrir des applications Internet, des applications mobiles, etc. C'est bien pour
parce que ça a une valeur pour la banque pour attraper son client. C'est ça qui est Donc, important, c'est la valeur de l'expérience, voilà, davantage que est-ce que cette expérience-là a passé par un geste de copie ou pas. C'est pas si grave que ça, parce qu'il y a des gens qui ont effectivement 40 000 chansons sur leur iPod, non, mais ils n'en écoutent que 10. C'est vrai, il ne faut pas aller jusqu'au bout, il ne faut pas se dire que tout ça n'a pas de grande importance. Il y a des gestes qui ont plus d'importance que d'autres. Un accès ponctuel, c'est quelque chose. Une copie, c'est quelque chose qu'on garde. Je suis plus capable d'écouter la musique qui est sur cet iPhone quand je suis dans un avion, etc., que si c'était en streaming, je pourrais pas. Je pourrais même pas le faire vraiment en pratique si j'étais dans la ville ici, du fait des coûts des plans donnés. Donc il y a une valeur pour tout ça. Faut pas aller trop vite en disant tout ça est un seul droit pour le public, c'est le droit d'écouter la musique. Non, il y a des facilités, il y a une gradation, et je pense qu'il serait dommage de dire tout ça, ça n'a plus d'importance. Mais il faut faire attention de trop, je pense, segmenter ces modes d'expérience pour y associer des valeurs qui sont trop figées. Là. Et il n'est pas question d'avoir une conversation de juriste avec le public, ou même avec les politiques, il faut avoir une conversation d'expérience, de service. C'est ça qu'on entend. Voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir, et il faut faire ensemble, de manière à ce que, si moi je dis quelque chose, on ne va pas être trop contredit par la DIS, la SOPROC ou par la CRIA, etc. C'est un vrai défi parce que chacun des intervenants a sa propre expérience, sa propre trajectoire historique, et il faut qu'on arrive à se dire que si on veut collectivement trouver des solutions, il faut qu'on accepte les uns les autres de repenser nos modèles d'affaires de manière à ce que le bien de tous soit supérieur au bien des quelques-uns qui s'en sortiront. Et tout ça de manière à permettre aux créateurs et au public de voir plus de musique. Je reviens à Liette, ou sinon, si vous voulez vous emparer de la question, parce que moi, c'est un des objectifs de la soirée de ce soir, c'est que le modèle de la licence générale apparaît beaucoup comme une espèce de silver bullet ou de solution mur à mur qui, à la rigueur, réglerait tout le problème parce que, bon, ça y est, le piratage, pour utiliser le terme que je n'aime pas mais qui est utilisé encore largement, qu'on règle le cas du piratage, puis là, c'est comme si on avait tout réglé. Ce à quoi je n'adhère pas. Toutefois, je prétends que c'est définitivement une approche de l'expérience et de la consommation de la musique qui est là pour rester. Donc, il faut en faire quelque chose. Donc, je reviens sur cette question, qu'on la torche, et après ça, on ira vers des choses plus édifiantes, s'il le faut. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça fait partie ou pas de la panoplie? Et sinon, en quoi est-ce que ça heurte, par exemple, le droit d'auteur tel qu'il est conçu jusqu'ici? Liette, Anthony, Eric, Jane. Vas-y, j'irai après. Elle fait partie de la solution avec la redevance pour copie privée. Parce que la redevance pour copie privée, on peut faire des copies, mais il va falloir une source pour faire la copie. Et cette source, où on se la procure, c'est bien souvent effectivement sur les réseaux d'échange peer-to-peer où il y a une mise à disposition. Donc, sur une clé USB ou dans le cloud, c'est partout, quoi. Effectivement, à plusieurs endroits. Donc, c'est une partie de la solution pour obtenir effectivement la source de la copie. Donc, une licence pour la mise à disposition sur les réseaux d'échange et à ce moment-là, une rémunération pour cette source et ensuite, sur les appareils, une redevance de copie privée pour asseoir à ce moment-là toutes les copies qui sont effectuées. Ça va ensemble pour ce modèle-là, pour arriver à rémunérer. Ensuite, c'est pas la solution pour toute la musique ou tous les échanges qui peuvent avoir lieu. C'est juste adapté à ce moment-là, à ces solutions-là. Nous, on pense que, les chiffres que Mme McGarrigle donnait, 420 millions de dollars, c'est basé sur, parce que je l'ai lu évidemment, c'est basé sur 5 dollars par mois pour 7 millions de foyers au Canada. Avec une hypothèse à 10 dollars, ça fait 840 millions. En ce moment, l'industrie de la musique a généré en 2010 567 millions de dollars, incluant les performing rights. Donc, ça comprend Resound. Je ne suis pas certaine, selon les tableaux auxquels j'ai eu accès, si ça comprend Socan. Je vais le vérifier, mais en tout le moins, 567 millions, grosso modo, de revenus. Donc, avec une licence à 420 millions... 2010, oui. Avec 420 millions de dollars, selon nous, on va tuer donc ce 567 tout de suite, puisqu'il n'y aura plus personne qui va avoir besoin d'acheter un disque ou d'acheter des fichiers sur iTunes ou de s'abonner à des services de musique en ligne. Donc, pour nous, c'est pas 4,30 sous pour une pièce, c'est pire. C'était combien les bonnes années? On a perdu combien? Alors, on a perdu à peu près 30...
On a perdu encore, parce que j'ai des chiffres québécois et des chiffres canadiens. Oui, les chiffres mais québécois, certainement les chiffres québécois sont de mémoire un peu moins graves qu'au niveau mondial. Oui, c'est ça. Le marché québécois s'est mieux tenu, mais au niveau mondial, c'est 60% en 10 ans. Bon. Le marché s'est effondré 60%. Et c'est vrai que c'est la préoccupation. Je veux dire, on est très intéressé à la sequence sur ces modèles ça fait tomber les modèles, voilà, modèles à valeur ajoutée. On est persuadé qu'on fout en l'air les très intéressé par ces modèles, on les étudie de près, mais c'est vrai que si on peut avoir, très conceptuellement, si on peut avoir l'accès à toute la musique pour 5, 10, 7 $ par mois... Bell le fait à 15 $, hein, là. Bell le fait à 15 $. Le système est pourri, personne qui a le goût d'aller l'acheter, là. Je ne sais pas si les gens de Bell dans la salle, mais c'est 15 piastres pour accéder à tout. Je suis pas client de Bell à Toronto, je suis sur un autre. C'est quoi la licence dans un cas semblable avec Bell où on offre musique illimitée pour 15 $ par mois? Elle ressemble à quoi la licence? C'est un de nos tarifs, c'est le streaming on demand, c'est faible, c'est peu d'argent, parce que c'est eux qui font l'essentiel du chiffre d'affaires, et puis j'imagine, je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs. La communication n'a pas encore de tarif, voilà. Donc il n'y a rien qui est payé encore pour les producteurs et les interprètes. C'est pas uniquement la vente de disques genre iTunes qui est en jeu, c'est les nouveaux business models comme Pandora ou Deezer par exemple, ou Spotify. Si pour 5 $ ou 10 on a accès à toute la musique, je peux garantir que Pandora ne viendra pas au Canada, il n'y a aucun intérêt. Alors je dis pas que Pandora c'est l'alpha et l'oméga, c'est le sauveur, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc avant de se lancer... Pandora, c'est un service à valeur ajoutée dans lequel il y a des outils de recommandation, il y a des choses qui se greffent au service, bien sûr, qui ne sont pas sur une vulgaire clé USB qu'on passe d'une main à l'autre. Bien sûr que non, mais il y a d'autres services qui sont au Canada, qui sont peut-être moins haut profil que Pandora. Et encore une fois, nous on a des relations très bonnes avec Pandora, on discute, on attend qu'ils prennent leurs décisions. Mais par exemple, RDO est ici au Canada et ils sont très contents de leur expérience. C'est un petit opérateur, mais qui a été fondé par des gens qui ont inventé Skype, donc c'est pas des bricoleurs. Donc, je disais, on étudie de très près et avec beaucoup d'intérêt les propositions de la gamme, les propositions de la SAC. On les expertise, on fait tourner des modèles, etc. Il faut bien être conscient que on peut pas avoir 14 modèles qui se mettent en place, même si je plaide pour l'expérimentation. Et une fois qu'on a lâché ce genre de choses dans la nature, il est difficile de les retirer. Donc, prenons le temps, sans vouloir reporter ça au calendrier grec, prenons le temps malgré tout de bien mesurer les conséquences de ce qu'on fait et surtout d'essayer d'être le plus unis possible. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore assez unis pour proposer quelque chose de vraiment transformatif au Canada. Donc mon espoir, c'est que les discussions qu'on a ici et ailleurs continuent, qu'on mette autour de la table également les fournisseurs d'accès Internet, les moteurs de recherche, les gens qui ont des nouveaux services à proposer, et qu'on essaye de se dire, nom d'un chien, trouvons quelques pistes pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que je sais que tu veux laisser la parole, mais je veux juste dire une chose, c'est que le 420 millions de $, qui serait, vous avez dit les auteurs, mais j'imagine que vous vouliez dire l'ensemble des créateurs et des ayants droit. Nous, c'est 270 par an. Alors, c'est quand même de l'argent qui va sortir d'ici, là. Il n'y a pas de quota, là, on est dans l'univers Internet, ça va sortir du pays. C'est pas de l'argent qui va aller aux créateurs. C'est donc une chose qui n'est pas applicable tant qu'il n'y a pas de réciprocité internationale sur ces enjeux-là. Ben voilà, c'est sûr que c'est impossible. Non, mais c'est bon, mais au moins on nomme un chat, là, tu sais. S'il y a un problème, c'est qu'effectivement, si on veut mettre ça en place, il faut qu'effectivement il y ait un ballottage de ces idées-là qui se fasse sur les tribunes internationales aussi. Oui, alors ceci dit, il faut qu'on avance malgré tout. Et donc, si on regarde ça sous l'angle copie privée, on peut peut-être trouver des solutions, parce que la copie privée, c'est pas totalement... Il n'y a pas toujours de réciprocité. Et on peut trouver des moyens d'éviter les effets pervers. Il faut aussi qu'on essaye de voir les responsables internationaux, notamment des grandes maisons de disques multinationales, qui ont beaucoup d'influence dans cette affaire, et qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on fait 60, 65, 70% de moins, qu'est-ce qu'on fait Donc je crois qu'il faut qu'on se dise que si on attend que d'autres, dans des pays plus puissants économiquement, trouvent la solution, on ne fait pas notre travail. Mais il ne faut pas non plus mettre nos lunettes roses et se dire qu'on va trouver la solution au Canada forcément tout seul. Il faut être ouvert sur le reste du monde, mais être un peu audacieux de temps en temps et tout étudier de bonne foi. Je crois que la bonne foi, c'est le plus important, et pas essayer de projeter ce que les éditeurs de musique voudraient, ou les producteurs indépendants voudraient, ou les producteurs multinationaux voudraient. Il y a sans doute un peu de vrai à prendre chez tout le monde. Jane.
Eric a très bien répondu. Je n'ai pas besoin de le faire pour le chiffre de 400 millions aussi. Ça serait réparti ici ou ailleurs. Mais je vais revenir à quelque chose que M. Aymon a dit tantôt. Et par rapport à ce que Mme Bouchard dit aussi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas coexister avec une redevance pour la copie privée et la licence globale. Il y a déjà un précédent qui existe. J'imagine que entre vous qui sont trop jeunes pour vous en souvenir, mais il n'y a pas très longtemps qu'on avait un blaster, avec une radio, un magnétophone qui copiait une chanson qui jouait à la radio. Non, à l'époque, il n'y avait pas de redevance sur la cassette inédite, mais ça aurait pu exister à l'époque. Et déjà, la licence existait pour la musique qui était diffusée. Et je ne vois pas pourquoi que ça ne pourrait pas exister. C'est la technologie qui a avancé, mais le modèle est pareil. Écoutez, si on veut, je pense que sur la question de parvenir à élargir ce débat-là sur le plan international, je pense qu'effectivement, on n'a pas trop le choix d'y arriver assez rapidement. Sur la question aussi d'y impliquer les fournisseurs d'accès Internet, on n'a pas trop le choix non plus, que ce soit dans le modèle proposé par la Songwriters Association où les fournisseurs d'accès Internet deviennent une forme d'opérateur transitoire qui donne un coup de main, parce que les logs de transfert passent bel et bien par leur serveur. Ce ballottage et ce débat, si on veut l'élargir, on l'élargit comment? On le porte où? Auprès de quelles instances? Premier volet de la question. Deuxième volet de la question, croyez-vous pas qu'il est temps aussi de davantage mobiliser et conscientiser vos membres respectifs pour qu'ils soient derrière vous pour faire ce travail de lobby et de pression auprès des FAI dans la quête d'une solution négociée plus internationale? Je sais que vous avez tenté, notamment, et j'en ai fait le reproche à quelqu'un de la SOCAN, vous avez récemment eu une première rencontre exploratoire, un certain nombre d'entre vous, avec des fournisseurs d'accès Internet, mais on ne l'a pas su. Ou on l'a su quand on était dans le secret des dieux. Il s'est dit quoi? Puis on s'en va où avec ce genre d'approche-là? Pour la SOCAN, les organisations qui représentent ses membres auteurs, compositeurs, sont très mobilisées, que ce soit la SAC, la SPAC ici, ou la Guilde des compositeurs de musique de film. Ils sont très conscientisés sur ces choses-là. Donc, de notre point de vue, c'est bon. Mais honnêtement, dans les outils de communication que vous avez développés en direction de vos membres, on aborde ces questions-là, on n'en a pas vraiment besoin, nous, parce que les organisations qui fédèrent nos membres font ce débat au sein de leurs propres instances. Et donc, nous, on a besoin d'être en interface avec eux. On n'a pas de, mis à part amener un peu d'expertise, on n'a pas besoin de leur dire étudiez ça. C'est quelque chose qui est identifié par la SAC comme une priorité, comme la SPAC. Un strict percepteur et redistributeur d'argent. Non, mais ça, c'est le côté positif de la question. Le côté un peu moins positif, c'est que la SPAC, par exemple, qui fait partie de la gamme, a une vision qui n'est pas tout à fait la même que celle de la SAC. Il faut être clair. Et donc, notre rôle, pour nous, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas avancer et trouver des consensus entre nos propres constituants, si on y ajoute également les éditeurs de musique, la PEM qui fait partie de la CAMI, ou la CMPA qui est intéressée, qui n'a pas une position unifiée là-dessus, mais qui est intéressée. Donc, pour moi, je ne peux pas prendre une position s'il y a 20%, 40% des membres de la SOCAN qui disent qu'est-ce que c'est que cette affaire. Donc on cherche le consensus aussi chez nous. Ceci étant dit, il faut parler au niveau international. Et au niveau international, ce sont les grandes maisons de disques internationales qui sont soit individuellement en cause, Universal, EMI, Warner, soit à travers leurs organisations représentatives comme l'IFPI ou la RIA. Et je pense que là, il y a peut-être des choses à tenter avec nos homologues, leurs homologues comme la CISAC, par exemple, que je dirigeais auparavant, qui pourraient essayer de tenter des dialogues. Mais pour revenir à votre question du genre, vous cachez des choses. Non, je pense ça n'a pas grand intérêt de mettre sur la place publique des choses qui sont très, très, très exploratoires. À partir du moment où on essaie dans une réunion de se dire est-ce qu'on a des choses à se dire et qu'on n'en est pas encore trop sûr,
Non, c'est sûr que vous avez des choses à vous dire. Ça reste à démontrer. On devrait, mais ça reste à démontrer. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de fournir des informations qui n'en sont pas. À partir du moment où on aura des choses à dire, si on en a, alors là, bien sûr, que la lumière soit faite, etc. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on est vraiment aux premières rencontres, dire est-ce qu'on pourrait peut-être se parler, est-ce qu'on a des choses en commun, est-ce qu'on a envie de se parler, voilà. Je pense que les auteurs-compositeurs ont beaucoup envie que vous parliez avec les FAI. Tout le monde a envie de parler avec les FAI. Les FAI sont dans une situation un peu. Il faut être très honnête. Ils sont très honnêtes. Liette parlait de la situation juridique. On est un FAI aujourd'hui, on est en situation assez privilégiée. Toute la réglementation, même internationale, est fondée sur l'idée que les FAI sont des fournisseurs de télécommunications. C'est une idée très archaïque. Ce sont des idées qui émanent des années 90. Est-ce que les FAI sont toujours accrochés à cette définition-là qu'on leur a donnée? C'est logique qu'ils le soient. Mais je crois que c'est un problème de législation, c'est un problème de politique publique. Est-ce qu'aujourd'hui, un FAI, est-ce que c'est exactement comme l'était Bell en 1985 ? À quelqu'un qui prend un téléphone et qui connecte avec un autre téléphone? Bien sûr que non. C'est aujourd'hui quelqu'un qui fournit des services bien plus sophistiqués, qui transmet des œuvres, qui éditorialise des choses. Donc je pense que la législation internationale, parce que c'est vraiment ça, est archaïque et elle a besoin d'être mise à jour. Mais demandez pas aux FAI de le faire eux-mêmes. Demandez pas aux poulaillers aux renards des fermiers à chasser du poulailler. C'est pas possible. Donc c'est à nous d'être clairs là-dessus. Mais on peut pas c'est aux autorités gouvernementales et aux consommateurs. Et justement, en mobilisant les membres, en mobilisant les consommateurs, à un moment donné, on envoyait un message un peu plus clair aux FAI en disant on sait que vous nous vendez de la musique, les amis, puis peut-être qu'on adhérera à vos modèles, mais aussi en attendant, peut-être qu'il faudrait que vous trouviez une façon de rééquilibrer un peu les forces de cette industrie, parce que est-ce eux qui financent les nouvelles œuvres? Ma conviction, c'est qu'on va finir par arriver à quelque chose parce que c'est une relation symbiotique, qu'on le veuille ou pas. Oui, voilà. Mais dans combien de temps? C'est toujours ça. C'est ça la grande Comment question. mettons la pression nécessaire pour faire en sorte que le temps qu'on va y consacrer soit le plus court possible? Et c'est pas juste les FAI, c'est aussi les engins de recherche. Bien sûr. Ils sont des joueurs et il y a une concentration de plus en plus de ces joueurs-là. Google et quelques autres, mais c'est vraiment avec eux aussi que les discussions doivent s'entamer, c'est clair. Tu voulais dire quelque chose? Oui, les fournisseurs de services Internet, s'ils ne font que leur chapeau d'entreprise de télécommunication, ne fait que transférer des paquets sans savoir ce qu'il est à l'intérieur. Normalement, c'est le principe, effectivement, pour le fournisseur d'accès à Internet. La tendance, effectivement, à le responsabiliser au niveau international, et ça ne prend pas du tout la voie du dialogue avec ces personnes-là, puisque ce qui est négocié au niveau international, c'est plutôt, effectivement, le filtrage, les responsabiliser, bloquer les sites Internet. C'est ce qui est demandé aux États-Unis dans certains projets de loi, c'est l'ACTA également. C'est tout ça, c'est pas le dialogue que j'entends ici. Je suis très heureux d'entendre effectivement la SOCAN parler de dialogue et puis d'aller vers des solutions innovantes et ouvertes. Mais au niveau international, les grands groupes ne sont pas effectivement à pousser pour un dialogue ou autre. C'est plutôt encore pour certains le cheval du tout répressif, du filtrage, de tout enfermer. Donc effectivement, il faut sortir de ça. Il faut aller vers une méthode et une innovation qui va permettre à tout le monde d'y trouver son compte. Donc on en revient à l'idée de la panoplie. Si effectivement on veut créer des offres à valeur ajoutée et que les fournisseurs d'accès Internet qui ne sont plus que des tuyaux veulent nous vendre la musique quand bien leur fasse, mais il n'y aura pas que ça comme modèle. Moi, je ne veux pas acheter ma musique sur un téléphone qui appartient à Bell, je suis désolé. Si le fournisseur de services Internet ne fait que fournir un service de télécommunication, à ce moment-là, il y aura le principe, effectivement, qu'il n'est pas responsable. Mais s'il fournit de la musique, s'il fournit des services additionnels comme Bell le fait, là, à ce moment-là, c'est son choix. Et puis, comme il le fait, il est soumis à ce moment-là au tarif, il doit aller prendre une licence, et puis voilà. Mais un fournisseur qui ne fait fournir qu'un service d'accès Internet sur des réseaux, fait que transférer des paquets, que ce soit un courriel ou que ce soit de la musique, pour lui, il transfère un
point A à un point B, puis c'est terminé, c'est comme ça. Donc il faut voir les responsabilités de chacun, les modèles. Est-ce que Google va faire de la musique, Google Music, et puis se lancer dans ça? À ce moment-là, il aura besoin de tarifs, de licences. Donc il faut voir à comment on veut mettre le portrait et à qui on donne les rôles et qui va à ce moment-là aller chercher les licences. Anthony, pendant que le micro, c'est une chose dont on parle relativement peu, mais justement la qualité de l'offre de connectivité canadienne, les tarifs associés à ça, le coût, je veux dire, il n'y a pas un petit front commun à faire là-dessus sur que devrait coûter un accès haute vitesse de base et que devrait coûter un accès qui donne aussi accès à toute une panoplie de services et de contenus culturels. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à explorer? Parce que pour l'instant, ça nous coûte très cher. Et par-dessus le marché, si on décide de s'abonner à un service qui nous vend des films ou de la musique, on risque de péter notre bande passante et de repayer en double. Donc, on fait quoi avec la tarification web? C'est un gros problème ici au Canada. C'est extrêmement navrant parce qu'on paye très cher pour cette connectivité, cette connexion à Internet. On fait vraiment pas le figure dans tous les classements internationaux au niveau de l'OCDE et on est très loin des offres qui peuvent être proposées dans d'autres pays qui ont investi massivement et qui ont vu aussi des compagnies qui ont choisi de partir des modèles d'affaires très particuliers. Je pense à Free en France, qui s'est lancé dans le marché, puis qui a fait une offre à bas prix et qui a réussi à aller conquérir du marché en fournissant effectivement de la télévision par protocole Internet et d'offrir des services comme ça qui étaient très abordables. Et on a ce problème d'avoir ici au Canada un marché qui n'est composé que bien souvent de deux compagnies dans les grandes villes, un câblo-distributeur et une entreprise de télécommunications traditionnelle, et puis ils se font un semblant de concurrence dans les marchés. L'offre est à peu près similaire. On a des limites d'usage pour effectivement empêcher un Netflix ou d'autres services over the top d'arriver sur le marché canadien parce qu'on ne veut pas que les consommateurs aillent sur ces services pour à ce moment-là échapper à la vidéo sur demande qui est très profitable pour des services de Vidéotron ou de Bell. Donc il y a des grandes questions et là la solution malheureusement devrait venir de l'autorité de réglementation qui est le CRTC mais qui ne fait rien parce qu'il est coincé par une directive de 2006 des conservateurs qui vient dire il faut déréglementer le marché. On a une magnifique concurrence au Canada dans ce domaine, ce qui est totalement faux. On la cherche encore, la concurrence. Et puis ces compagnies, où sont-elles? C'est le problème. Donc il faut veiller à cela si on veut avoir des services. Netflix a un service innovant et il s'est adapté en compressant ses vidéos pour arriver à s'ajuster à ses limites d'usage. Mais on a un problème avec ces compagnies de télécommunications qui actuellement contrôlent les tuyaux et contrôlent les modèles d'affaires également. C'est ça aussi le problème parce qu'elles arrivent à jouer sur tous les marchés, télécommunications, télévision. Et elles ont de l'influence sur les politiques publiques. Bien sûr, et ils font du lobby extrêmement efficace. Mm-hmm. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Là, on n'est plus dans un problème de culture en ligne, on est dans un problème d'accès au web. Totalement, et pour remédier à ça, à ce moment-là, l'autre possibilité qui est malheureusement effectivement beaucoup discutée et décriée, c'est l'investissement étranger. Ça passera par là nécessairement dans le domaine des télécommunications parce qu'il n'y a personne qui a les moyens financiers pour concurrencer les grands groupes que sont Bell, TELUS ou Rogers ou même Vidéotron. Donc si on veut une concurrence, il va falloir trouver des concurrents. Et on n'en a pas au Canada qui vont pouvoir venir concurrencer ces géants des communications. Donc ça passera nécessairement par là. Je ne sais pas pour vous, mais on a aussi plein de monde dans la salle qui ont peut-être le goût de réagir à ce qui a été dit. On pourrait d'ores et déjà ouvrir à la salle, puis on aurait d'ici 8 heures certainement le temps de pousser le débat encore plus loin. À moins que vous ayez des choses d'ores et déjà que vous voudriez rajouter parce que vous aviez pris des petites notes là-dessus. Éric, sur la question des revenus associés au numérique,
et puis sur les perspectives d'en développer davantage. J'avais posé la question aussi chez vous à un moment donné. J'écoute beaucoup Groove Shark. C'est en Floride. Est-ce que ça revient, ça? Qu'est-ce qu'on fait là, avec ces sites qui sont accessibles de partout, mais qui sont délocalisés par rapport à nos réglementations? Groove Shark, c'est un exemple, mais la SOCAN a donné des licences à pas mal de services numériques. Et il y en a une petite... Lorsqu'ils sont payants, n'est-ce pas? Ou financés par la publicité, peu importe. Okay. Mais pour les sites, certains viennent de l'étranger, certains opèrent au Canada, ont des clients au Canada ou ils sont disponibles au Canada, mais ils sont une entité étrangère, soit états-unienne ou d'Europe. Donc il n'y a pas de problème particulier pour certains qui veulent venir à partir du moment où leur modèle d'affaires est dans une logique de développement durable. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas se dire que toute personne qui a une idée intelligente pour mettre de la musique en ligne avec peut-être quelque chose de plus par rapport à un service précédent est forcément le sauveur. Il faut que ça démontre une capacité, dans la logique actuelle, à générer des revenus. Alors c'est pour l'instant ça le problème important, c'est que si vous regardez les revenus des sociétés d'auteurs à travers le monde, revenus qui ont beaucoup augmenté, mais pas du tout à cause de la croissance du numérique. La croissance du numérique a à peine compensé, même en fait pas du tout, le déclin des redevances de reproduction classiques sur les CD ou les disques vinyles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme destruction de valeur. Il y a le coût d'achat ou le coût d'usage d'une radio en streaming à usage illimité. Un producteur, je lisais dans un journal français récemment qu'un producteur disait quelque chose du genre cet enregistrement m'a coûté 20 000 € à faire. Il faudrait 225 millions d'écoutes sur Deezer pour que je rentre dans mes fonds, je ne gagne pas d'argent. Donc il y a cette échelle-là qui est en jeu, ce qui fait que on a échangé, et je ne cherche pas à paraître comme nostalgique, mais on a échangé des dollars analogiques. Un dentifrice qu'on n'arrive pas à remettre dans le tube. Si, mais il faut bien voir qu'au-delà des problèmes juridiques, des problèmes de comportement, c'est une phrase qui est célèbre et banale, on a échangé des dollars analogiques contre des pennies numériques. Et ça, c'est un vrai problème. À partir du moment où tous les services numériques qui se mettent en place génèrent des résultats décevants, surtout pour leurs actionnaires, même si on a un bon tarif, in fine, on n'arrive pas à donner aux auteurs, compositeurs, aux éditeurs, ou aux producteurs de musique, aux interprètes, quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'ils étaient habitués à voir dans l'univers précédent. Or, mis à part quelques individus qui, comme les grands sportifs, les grands joueurs de hockey, les grands footballeurs, etc., gagnent beaucoup d'argent, la plupart des gens gagnent de l'argent comme tout le monde. Et quand le revenu disponible pour l'ensemble d'une industrie se contracte, tous ceux qui sont à la limite de la survie vont sous la barre très mal. Voilà. Du professionnel. Ceux qui gagnent 5 millions de dollars par an vont en gagner 4, c'est pas bien pour eux. Mais ça va pas changer leur vie dramatiquement. En revanche, ceux qui arrivaient à compléter leur revenu de professeur ou de médecin ou de je ne sais pas quoi, de chauffeur de taxi, avec des redevances de droits d'auteur, avec des redevances d'interprètes, ceux-là, ils sont en difficulté. Et c'est tout un tissu industriel, tout un humus créatif qui est en danger. Et pour l'instant, on ne voit que des modèles d'affaires qui ramènent des cacahuètes. Des micro-paiements ridicules. Alors, c'est peut-être vers ça qu'on va, mais pour l'instant, c'est difficile de dire. Il faut être capable de tous les attraper, ces micro-paiements-là. Oui. Je veux revenir encore à l'option de la Songwriters Association. Beaucoup l'ont essayé de le démonter en disant que sur le plan technique, il serait impossible de procéder à une répartition réellement équitable d'un ça c'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Il y a des arguments qui sont les arguments que Liette a donnés sont dignes d'être étudiés. Le risque pour les modèles d'affaires qui seraient stérilisés, mais ça, c'est un mauvais argument. Mais sur le plan des technologies, est-ce qu'on parle donc de technologies qui sont à même désormais, effectivement, de
de façon anonyme de filtrer les contenus pour être capable d'en comptabiliser les écoutes suffisamment précis pour faire une répartition granulaire. Et là-dessus, je sais que vous avez exploré beaucoup dans cette direction-là aussi avec les usages plus classiques de la radio hertzienne. Comment ça se développe, justement, la capacité des sociétés de gestion collective à faire une réelle répartition au mérite et équitable? On en est où par rapport à ça? Et est-ce que c'est pas, justement, une des promesses du Web? Alors, quand il y a beaucoup de flux, ça reste compliqué malgré tout. Il y a des quantités industrielles de contenu à. Ça dépend du tarif. Voilà, ça dépend parce que s'il faut dépenser ne serait-ce qu'un millionième de scène pour répartir un trillionième de scène, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a quand même des problèmes économiques, mais les sociétés d'auteurs, les ayants droit, mais en général, se sont beaucoup organisés pour codifier les métadonnées, pour avoir des identifiants uniques, des identifiants standardisés, reconnus internationalement. L'ISRC fait des progrès en matière d'enregistrement sonore, il y a besoin d'en faire beaucoup plus d'ailleurs. L'ISWC est là, l'ISAN pour les contenus audiovisuels, Didex pour les échanges entre services. Donc on s'est beaucoup organisé pour rendre ça possible. Mais il y a un problème d'échelle malgré tout, et de valeur, qu'encore une fois, si on dépense 1000 pour traiter un, à la fin du jour, ça ne fonctionne pas. Mais technologiquement, ce n'est pas un énorme problème. Non, parce qu'on arrive à le faire même en copie privée, par exemple. On ne sait pas ce que les gens font comme copie à la maison. On a développé des modèles. On travaille d'ailleurs tous ensemble là-dessus, que ce soit les auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes. On travaille tous ensemble. On a trouvé des manières de répartir et on ne savait pas ce que les gens copiaient à la maison. Alors, ça... Et on ne veut surtout pas le savoir. Ça reste une copie privée. Le droit à la vie privée, c'est très important. De nos jours, on l'oublie un peu, mais je crois que c'est une valeur à laquelle il faut être fidèle. Oui, alors la copie d'usage privé, mais on a trouvé des manières de le faire, donc c'est faisable. Moi, tantôt, quand je parlais les capitaux vont s'en aller, enfin, je ne sais pas le montant, mais l'argent va partir du Canada parce que... Donc, on craint, en fait, dans le modèle de la licence globale, on craint d'être seul à le faire. On craint d'être les premiers à le faire. Ça, ou... C'est quoi la crainte? Ah, c'est pas juste la crainte, c'est-à-dire que beaucoup, il n'y a pas que la Disque ou Soproc, il y a d'autres groupes qui ne croient pas à cette parle pour ceux que tu représentes. Alors, c'est sûr que c'est 567 millions aujourd'hui, c'est 420 millions demain, et selon nous, on oublie les services... C'est basé sur quel genre de vérification scientifique que vous abolissez toute l'offre à valeur ajoutée à partir du moment où vous introduisez une mesure de compensation? Je n'ai pas d'études à te soumettre ce soir, mais c'est clair que beaucoup d'études l'ont dit, beaucoup d'études l'ont révélé. J'ai pas d'études, j'ai pas de scientifique à te nommer maintenant. J'en ai pas vu justement là-dessus. J'ai plus l'impression que c'est une crainte des gens de l'industrie. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille ensemble sur tout ça, et il y a des modèles économiques qu'on peut imaginer, il y a des études qu'on peut faire. C'est normal que tout le monde ait un peu peur. Honnêtement, on est dans une industrie qui va pas bien, l'industrie de la musique enregistrée. Donc demander aux gens de dire voilà, le sol s'effondre autour de vous et sauter en avant, il y a un énorme canyon, et puis peut-être qu'il y a de la terre ferme, de l'autre côté, alors qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est un acte de foi très important. Donc il faut qu'on étudie tout ça. C'est un modèle d'affaires, ça se teste, ça s'étudie. Okay. Mais de la même manière, puis on va conclure là-dessus, puis on va vraiment à la foule. Très sérieux sur les études qu'on fait. Sont où les mécanismes? Non, mais vos mécanismes entre vous, ça s'articule comment, justement, vos échanges par rapport à ces différentes pistes-là, les différentes options, les différentes hypothèses? Vous les regardez dans quel genre de contexte, à quelle fréquence? Est-ce qu'on avance? Vous vous êtes donné des structures pour débattre de ces enjeux-là. Oui, mais on a avancé, par exemple, avec le projet de loi C-32. On a travaillé en collégialité. Il y a eu une déclaration commune qui a été rendue publique le 3 février dernier. 80 regroupements, associations à travers le Canada ont développé une plateforme commune. Il y avait là-dedans un paquet de sujets qui étaient couverts, de la copie privée, en passant par le droit de mise à disposition, les exceptions, les user-generated content. Tous ces sujets-là étaient abordés. 90 regroupements et associations au Canada l'ont signé. C'est quand même pas rien. Il y avait un paquet de pistes là-dedans. Donc, la licence globale n'était pas là-dedans. Elle ne fait pas consensus. C'est pas seulement du côté des producteurs, là. Elle ne fait pas consensus dans bien d'autres groupes. Et juste pour te renvoyer la question, il n'y a pas non plus beaucoup d'études qui démontrent que la licence globale est la panacée.
connaissance globale. J'adresse juste la question justement des outils que vous donnez pour... La SOCAN a décidé d'être un peu leader dans cette affaire, sans avoir pris parti. J'ai expliqué pourquoi on n'avait pas pris parti, encore en tout cas. On a essayé d'être un peu leader et on fait des études, on réunit les différentes parties prenantes tous les mois et demi actuellement depuis l'automne pour mettre ensemble, confronter nos opinions. Est-ce que les consommateurs y sont? Est-ce que les FAI y sont? Pour l'instant, non, mais je pose la question de même là en passant. Déjà, mettons sur la table les différentes approches entre ayants droit. Déjà, essayons de simplifier la problématique avant d'amener d'autres personnes sur la table. La CAMI, ça existe encore? Oui, la CAMI, ça existe encore. C'est quoi déjà? C'est quoi la CAMI pour le bénéfice des gens qui sont ici? Coalition des ayants droit musicaux sur Internet. Vous avez un site Internet? Je ne sais pas, mais pour ce qui est de la proposition qui est portée par l'essentiel de la CAMI, il y a un site Internet qui est celui de la gamme. Est obligé de le retirer des serveurs. La gamme. Non, mais... La gamme aussi, c'est parce que la CAMI a changé de mandat pour leur route. Voilà. Alors, il y a un donc, paquet d'affaires à c'est la gamme. Voilà. Et là, il y a un site Internet qui résume la proposition, tout comme la proposition l'année dernière, la gamme a été créée à peu près au même moment l'année dernière, au moment des rencontres. On ne comprend pas la SOCAN et la SOPROC ou la DISC. Et la DISC. Voilà. Pourquoi? Parce que pour les raisons que j'ai indiquées, on n'était pas prêt. Et j'étais pas là à l'époque. La SOCAN ne pouvait pas se mettre derrière ce modèle-là ou un autre. On étudie ça de très près. Ça fait partie des choses qui m'intéressent profondément. Je crois qu'on doit jouer un rôle dans la recherche de solutions. Mais jouer un peu au cow-boy et tirer avant d'avoir réfléchi, c'est pas une très bonne idée. Mais il y a pas une plateforme qui vous permet justement de discuter, mais sans nécessairement devoir pencher pour une option ou pour une autre. Comme je te dis, on le fait régulièrement. Et on s'est dit récemment que les FAI veulent danser ou pas avec nous, on va continuer à se voir. Voilà. Pour essayer d'avancer. Et une fois qu'on sera suffisamment au clair, parce qu'il faut être sérieux, je pense qu'on pourra aller voir d'autres acteurs en disant voilà, on a maintenant réduit nos marges d'incertitude à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les consommateurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous Google? Qu'est-ce que vous en pensez, vous nouveaux intervenants, etc. Je pense que personne ne veut mettre les FAI comme la seule solution, l'unique solution, l'unique cible. C'est pas du tout l'idée. Est-ce que les associations disposent des moyens requis pour se voir à la fréquence que ça demande? Est-ce que vous sentez que les choses vont au rythme où elles doivent se faire? Parce que moi, honnêtement, j'ai quand même l'impression, parce que la CAMI, j'y étais impliqué un peu au début, et on reparle d'il y a 3 ans de ça. Donc, oui, tout à fait. Il y a 3 ans, c'était au moment du MIDEM, donc non pas... 2 ans. C'était 2 ans et demi, 2 ans. quoi. 2 ans, oui. 2 ans et demi. 2 ans. Ouais. Ah, ça passe vite. Mais qu'est-ce qu'on dit déjà un an Internet, c'est comme 10 ans dans le monde réel. C'est pas faux. Ouais, mais donc 2 ans, mais c'est très long dans le temps Internet, effectivement. Donc ma question c'était, est-ce que vous disposez des moyens, des ressources pour faire en sorte que ça aille à la vitesse qu'il faut que ça aille? Je pense qu'on fait ce qu'on peut, puis il y a des rencontres comme ce soir qui sont des événements où on en discute. Les rencontres de la DIC demain après-demain, ça va être un autre forum, un autre moment où on discute, puis les choses avancent comme ça doucement. On a les moyens qu'on peut. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et il y a une vraie volonté de réfléchir ensemble, c'est, je crois, nouveau. Vraiment, de réfléchir ensemble. De dire, mon idée n'est pas forcément la solution. Mon idée, c'est par exemple ce que dit la SAC. Si vous allez sur le site internet de la SAC, ils mettent en avant leurs propositions, mais en disant, c'est une contribution, si quelqu'un a une meilleure idée, on sera intéressé. Absolument. Et ça, c'est une très très bonne démarche, je crois, de ne pas dire « Eureka, on a la solution, c'est moi ou le chaos ». Non, on a un problème qui est extrêmement compliqué parce qu'on a des acteurs nouveaux qui apparaissent tous les jours, les acteurs existants se transforment tous les jours, les offres des FAI sont différentes, il y a de nouveaux appareils qui apparaissent tous les jours. Donc, ce qu'on croit être à peu près clair en janvier 2010 ne l'est plus totalement en janvier 2011, forcément. Donc, c'est en étant ensemble et en étant modeste, mais en étant déterminé à trouver des solutions qu'on a peut-être une chance. Et le fait qu'on soit dans un seul pays, c'est pas grave. On peut expérimenter des choses ici, peut-être, si on est tous unis. Au Canada. Et moi, si je pouvais ajouter un petit grain de sel à ça, c'est qu'il y a, je pense, ici dans la salle, plein de monde qui sont prêts à vous appuyer sur ce type d'initiative, puis plein de gens qui sont prêts à se retrousser les manches. Et il faut pas hésiter non plus à faire de l'outreach,
à discuter de ça avec vos membres. Ce soir en étant une occasion, mais essayons de les reproduire, puis aussi d'essayer de faire tomber les obstacles concrètement sur le chemin. Parce qu'il faut aussi, c'est bien beau discuter, mais il faut parvenir à des résultats. Des gens dans la salle? Non, pas vrai. Personne. Oui. Je vois pas beaucoup. Il y a un micro, donc allez au micro. Oui, allô, moi c'est Benoît Tétrault, je suis de écouter.ca, puis je travaille aussi chez Iconoclast. En fait, j'ai un petit point à faire, puis je vais suivre une question. En fait, dans l'optique où, quand un FAI, je reviens sur le point des FAI, me fournit une connexion 100 GB par mois, et puis on sait que les contenus web, là, c'est des codes d'information, sauf pour ce qui est de la musique et de la vidéo. Là, ça commence à être des gigs. On disait tantôt que s'ils mettent un service en ligne qui vend de la musique, là, ils savent qu'ils vendent de la musique. Mais on s'entend-tu que sans ça, ils savent très bien qu'ils vendent quand même de la musique et de la vidéo, qu'ils font de l'argent sur moi qui consomme de la musique et de la vidéo, que je la prenne légalement ou non. Ils le savent. Donc, sans être la seule personne qui devrait être chargée, je crois quand même qu'il y a comme une responsabilité qui vient avec ça. Là, il fournit le service en lui-même de musique avec une plateforme et à ce moment-là, il offre un service particulier. Mais quand il offre 100 gigs de données par mois en tant que fournisseur de services Internet, il fournit juste une connexion avec les paquets, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, puis de faire du courriel uniquement. Regardez Cyberpresse toute la journée. 100 gigs de courriel? Je m'excuse, mais non, ils savent très bien qu'ils vous vendent du les 100 contenu. gigs, ça va être sur votre offre très très haute vitesse. Vous n'allez pas prendre ça généralement pour aller regarder simplement vos courriels, on s'entend là. Donc ils le savent là sur l'aspect de savoir quand on fournit un service à 100 mégabits par seconde, c'est pour fournir certains services, c'est évident, mais ensuite savoir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet, c'est pas leur rôle. Personnellement, je suis pas mal certain qu'ils savent très bien ce qu'ils me vendent. Et je suis pas certain qu'ils savent très bien qu'ils se lavent les mains des droits d'auteur et de l'argent qu'ils font là-dessus. Parce que, je veux dire, à part iTunes, là, qui fait de l'argent sur le contenu culturel en ligne? Le fait de le savoir, la commissaire à la vie privée a enquêté notamment sur le Deep Packet Inspection et les machines qu'ils utilisent pour faire justement ces limites d'usage. Et effectivement, ils n'ont pas la capacité, ils n'utilisent pas ces machines pour savoir le contenu qui circule sur les réseaux Internet. À partir du moment où ils le feraient, ils violeraient la loi sur les télécommunications. Donc, ils ne peuvent pas savoir le contenu qui circule sur les réseaux. Ils ont la capacité technologique, mais au niveau légal, ils ont l'interdiction de le faire. C'est là que la problématique posée par la SAC est intéressante. Je ne dis pas que la solution n'a pas un certain nombre de trous qu'il faut traiter, mais c'est in fine nous tous qui sommes responsables. Moi, je ne télécharge pas illégalement, bien sûr, mais j'imagine que personne ne le fait dans la salle. Mais c'est comme la copie privée. La copie privée, c'était pas le fabricant, c'était pas Philips, fabricant de la cassette, la première cassette qui était supposée la payer. C'était moi, acheteur de la cassette. Et Philips n'était que la personne qui facturait et qui centralisait ces choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit responsable aussi en tant que consommateur. On ne peut pas tout avoir gratuitement. C'est pas possible. C'est un autre système économique. Mais Liette le dit, il faut qu'il y ait des offres légales alléchantes, il faut qu'il y ait des modèles qui soient intéressants pour le consommateur. Bien sûr, absolument. Et ça, on fait un peu parent pauvre là-dessus. Hein? C'est un peu une légende urbaine, je dirais. Je vois pas, il n'y a pas une très très grande différence. Pandora n'est pas disponible en Europe, par exemple. Elle est disponible. Spotify est disponible là-bas. Deezer est disponible, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de modèles au Canada quand même. Il n'y a pas grand-chose au Canada. Non, mais c'est pas non plus le désert qu'on veut bien nous faire dire. Non plus, non. Et c'est rarement. Moi j'affirme que au niveau de l'offre légale, ça fait vraiment pitié. On a iTunes, puis iTunes. Mais c'est pas la panacée malgré tout. Non, oui. Pas de souci, parce que plus il y en a, mieux je me porte. Moi, et plus mes ayants droit se portent, il n'y a pas de problème. On est pour qu'il y en ait le plus possible. Hein. Mais il faut voir que, par exemple, un des pays où il y a le plus d'offres disponibles, c'est le Royaume-Uni. Il y en a énormément. Et ça a même beaucoup augmenté ces dernières années. Et or, là, il y a un point un peu troublant, c'est que ça n'a pas amené des changements de comportement par rapport au téléchargement non autorisé. Donc il y a pour l'instant une sorte d'indifférence de ces comportements de téléchargement par rapport aux offres légales, même très abondantes, même très différentes, même très nouvelles. Tout comme il semble y avoir une certaine indifférence, c'est les premières impressions qu'on peut avoir sur l'expérience que mène la France sur la DEPI, que mon voisin n'aime pas particulièrement, où ça ne semble pas non plus changer grand-chose. Donc on a des questions à se poser là-dessus, de
d'attitude de la société par rapport au contenu culturel, par rapport on revient à l'importance de cette panoplie que vous évoquiez dès le départ. C'est que les gens dans l'offre, ils choisissent s'ils vont acheter l'essence chez BP ou chez Petro-Canada. Au fait qu'il n'y a pas de solution magique. C'est surtout ça le... On l'aurait trouvé, on n'a pas trouvé. Elle aurait été trouvée. Non, mais il faut justement favoriser la multiplicité des avenues. Là, mais ce n'est pas la solution garantie, puisque l'expérience du Royaume-Uni montre que ça ne change pas fondamentalement. Non, mais c'est pour ça que peut-être il faut savoir attraper les formules qui ne sont pas des formules basées sur une offre commerciale à valeur ajoutée. C'est en ça qu'on ne peut pas éluder la réflexion sur les propositions de la CAMI, de la gamme et de la SAC. Qu'on ne soit pas capable de dire aujourd'hui, oui, ça c'est ça qu'il faut faire, c'est une chose, mais de se dire que non, il ne faut pas les étudier, je pense que ce n'est pas raisonnable. Je pense que dans la continuité justement de la réflexion, il y en a eu une belle grande réflexion qui est entamée. Plusieurs le savent déjà, mais la SODEC a mis sur pied l'option culture virage numérique. Donc, c'est un grand chantier qui a été mis en place qui fait en sorte qu'un grand nombre d'intervenants du milieu, je pense que tu en fais partie, ont été consultés. Il y a des comités de travail. 57 personnes, c'est comme les variétés de ketchup Heinz. Mais il y en a de la consultation, là, justement. Oui, il y a des groupes de travail qui se sont penchés, qui ont travaillé très fort. Mais dotés de très peu de moyens, il y a de doigts. Je veux dire, c'est pour ça un peu le sens de ma question tantôt. Croyez-vous disposer des moyens, des appuis nécessaires pour faire en sorte que les dossiers cheminent à la vitesse requise? C'était un peu ça. C'est qu'à un moment donné, effectivement, le gouvernement québécois reconnaît qu'il faut procéder à une forme de virage numérique de la culture, mais le fait avec des moyens de fortune, quoi. Bon. Et c'est pour ça que je pense que la mobilisation doit s'élargir. Pour la même raison, on a évoqué tantôt le fait que ce n'était plus qu'un problème d'accès à la culture, mais ça devenait un strict problème d'accès au réseau eux-mêmes, puis à une tarification décente. Je veux dire, il y a là aussi une nécessité de mobilisation. Je veux dire, c'est bien plate, peut-être qu'on n'aime pas le terme, mais à un moment donné, c'est un peu ça. C'est ce qui... Et pour moi, la gestion collective est le modèle à prescrire, justement parce qu'il est fondé sur des regroupements démocratiques, quoi. Et il est fondamental dans cette logique-là de mobiliser les membres. D'autres questions dans la salle? Martine? Alors, bonjour. Mon problème en ce moment, c'est qu'on est beaucoup concerné par comment on collecte, mais la redistribution équitable n'est pas beaucoup abordée. Je suis membre de la SOCAN depuis des années. On l'a abordé un peu tantôt. Là, quand on a évoqué le fait que, techniquement, c'était possible. C'est possible techniquement, puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui est à protéger parce qu'Internet a permis à la classe moyenne du musicien d'exister. Les gens qui étaient laissés sur les tablettes, les gens qui n'étaient pas signés, tout ça, ils ont profité d'un manque de contrôle pour exister, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut que ces gens-là puissent continuer de cohabiter avec les autres. Et les modèles que j'entends et qu'on propose, ça ne me laisse pas voir ça et ça m'inquiète. L'homogénéisation du contenu, par exemple. La SOCAN, qui ne fait pas encore de redistribution équitable, ne le fait pas et ne pouvait le faire depuis des années avec les radios. J'ai eu des musiques qui ont joué sur les radios indépendantes pendant des années. J'ai fait 0 plus 0 et 0. Alors, si vous voulez que je sois derrière vous, mais qu'on parle aussi de la redistribution équitable, parce que ça, c'est un facteur très important, selon moi. La Commission du droit d'auteur a dit, dans sa dernière décision en juillet dernier, que c'était la dernière fois qu'elle laissait les radios faire des rapports qui étaient aux 2 semaines. C'était 2 semaines de logs qui étaient envoyés aux sociétés de gestion, que ce soit SOCAN ou que ce soit Resound. Là, c'est passé à 4 semaines par année. Elle a dit, c'est la dernière fois. Le prochain tarif, ce sera 365 jours. Alors, les radios vont être obligées de fournir des logs 365. On a déjà des grands progrès dans ce qu'on voit. Et puis, on ne se contente pas des logs, on souscrit au service de BDS. On a, par exemple, pour ce qui est de la musique ici, au Québec, on a fourni à BDS des empreintes, des disques, de manière à ce que leur base de données soit pas seulement une base de données internationale. Donc on se mobilise beaucoup pour faire en sorte que la répartition soit
soit aussi fidèle à l'utilisation que possible. Il faut malgré tout voir que c'est un pays où il y a 5 fuseaux horaires. Il y a des villes ici ou là, il y a des stations de radio un peu partout. Certaines sont extrêmement communautaires, sont des petites stations. Et encore une fois, si on dépensait tout l'argent, ou plus même, à essayer d'aller chercher des informations dans tous les coins, ça n'aurait pas de sens. Mais on n'a pas de repos. On améliore chaque jour nos outils. On cherche toujours les technologies qui permettent de surveiller à distance, de manière à avoir éventuellement, si possible, 100% des programmations de toutes les radios du pays. On n'en est pas là, ça c'est clair, mais c'est notre objectif. Mais c'est sûr que le grand défi, c'est d'aller vers les tout petits utilisateurs, en effet. Mais Martine évoquait quelque chose d'intéressant en disant qu'effectivement, le web a permis à une certaine classe moyenne de musiciens d'avoir accès. J'étais obligé de réagir par rapport à ce qu'elle disait, parce que je suis obligé. Mais c'est un point important. C'est vrai qu'il n'y a pas que des aspects négatifs dans tout ce qui s'est passé actuellement. Et donc, il y a aussi les offres closes, parce qu'on a beaucoup évoqué le fait de licencer des offres closes produites, cadrées par des opérateurs commerciaux. Le web, on le sait, nous permet de faire autre chose que ça. Oui, et d'un certain point de vue, il n'a pas donné toutes ses promesses, malgré tout. C'est ça qui est dommage. En effet. Et notre rôle aussi, à tous... il nous les a donnés dans un cadre que vous connaissez, qui est celui de l'informel, qui est celui de l'échange entre particuliers. Et c'est là qui est le... Pour moi, c'est pas que... Il y a quelque chose à attraper là. C'est une chose d'être une vitrine d'exposition et de permettre à des artistes qui passaient à travers les mailles du filet dans l'organisation précédente d'être entendus, etc. Visibilité. Ouais. C'est bien, c'est mieux que de pas en avoir, mais ça serait mieux de permettre à ces gens-là, à partir du moment où ils ont leur visibilité, de gagner un peu d'argent autour de ça. C'est clair. C'est en ça que je dis ça tient pas tout à fait ses promesses. C'est comme moi j'ai fondé en France un réseau de radio non commercial pour promouvoir les nouveaux talents. Quand ces radios programment des nouveaux talents que les grands réseaux commerciaux ne passent pas, c'est un échec malgré tout, parce que ça ne génère pas des revenus pour ces artistes, sauf si les grands réseaux les programment. Donc c'est en ça que il faut qu'on travaille tous ensemble pour limiter les dégâts qui sont causés par certains aspects de la technologie numérique et réaliser plus les potentiels de diversité, de liberté, d'accès ici à de la musique qui n'est pas forcément canadienne, qui est difficile d'accès autrement, et d'exporter également les talents canadiens un peu plus à l'étranger. Il y a beaucoup de potentiel dans le web, beaucoup. Ne nous focalisons pas que sur ce qui marche pas. Il est mal harnassé là, au moment où on se parle, il n'est pas encore... chacun se cherche. La salle, j'aimerais ça que ça roule, mais cela dit, peut-être aussi tu pourrais nous parler un petit peu lié à des panels qui auront lieu demain, mercredi. Quand même, les sujets qu'on a abordés ce soir vont être de nouveau traités de toutes sortes de façons ces prochains jours. En tout cas, faut pas se gêner pour nous plugger ça aussi, là, parce qu'on... D'accord. Alors, demain matin, panel avec Alliance Numérique, qui a été fait donc en collaboration avec l'Alliance Numérique, où on va parler des médias sociaux et de la vie privée, de la vie publique. Alors, où se situe la limite dans l'atteinte de la vie privée quand on sait que dans le domaine de la musique, on veut faire du profilage de consommateurs, on veut savoir qui est le fan, on veut aller le plus loin possible dans cette connaissance-là. On va avoir des experts et ensuite, on va ramener ça dans la salle et c'est la salle qui va avoir des discussions. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient se parler entre eux. Alors, ils auront l'occasion d'échanger entre eux. Il y aura 3 relayeurs dans la salle qui vont animer des discussions et ramener ce qui s'est dit dans la salle sur le stage avec les experts. Jean-Robert en est un de ces relayeurs. Merci, Jean-Robert. Et on va avoir donc des panels, en fait 2 panels où on va faire parler la salle. Ça, c'en est un demain. Il y en aura un autre en fin de rencontre mercredi. Demain, entre autres, on aura aussi un panel où on va... C32 est mort, alors on a un panel où plus que jamais la mobilisation va être pertinente et justifiée. On aura donc un panel où Biz de Locolocas, Stéphane Archambault et Florence K vont venir parler de C32. Pourquoi ils ont pris l'autobus le 30 novembre dernier pour aller à Ottawa et pourquoi c'est important de la continuer, cette bataille-là des droits et comment on va faire? Est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce qu'il faut faire sinon et comment on le fait? On va avoir leur point de vue là-dessus. On va parler de financement. Oui, vous pouvez
parlé de financement, Ben, donc des nouvelles- est-ce que- est-ce des que nouvelles modèles- œuvres. Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de financer? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles autres que celui de la musique qui existent, sur lesquels on ne devrait pas un peu s'appuyer, on ne devrait pas les regarder? Le cinéma se finance et la télé se finance bien autrement que la musique. Alors, on va aller voir un peu. Et on a un ami aussi français qui vient du CNEP nous parler aussi en France comment certaines initiatives ont été mises de l'avant. Voilà, grosso modo. Je ne vais pas prendre trop de temps de mes amis panélistes ici, mais un bon programme. Et demain soir, évidemment, la soirée de remise de prix. Bon, ce que je voudrais dire, c'est ce qu'on doit chercher, c'est des financements auto-entretenus qui viennent de la filière et pas des subventions, pas des fonds gouvernementaux, etc. Je crois que c'est ça qui est important. On cherche une économie qui fonctionne, on ne cherche pas la charité. Par ailleurs, des fois, ça prend aussi une volonté politique et ça prend certains coups d'envoi lorsque des étapes sont fondamentales à franchir. Il y a une tendance des politiciens à penser que le secteur musical, artistique, cherche des financements publics, des subventions. Non. Parfois, il faut, effectivement, parce qu'il y a toute une partie de la création culturelle qui échappe au marché, et sinon, il n'y aurait pas les grands musées qu'on a au Canada. Mais on cherche d'abord à avoir un écosystème qui fonctionne. On ne cherche pas des subventions. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Jane? Je veux poser une question à Éric. C'est peut-être pas pertinent, mais pour moi, c'est intéressant. La proposition est la suivante. Ça fait quelques mois, j'ai appris que the network, le réseau aux États-Unis qui réunit le public le plus fidèle pour appuyer les œuvres des artistes, c'est National Public Radio. C'est pas le poste d'État comme Radio-Canada, mais c'est un réseau non commercial qui est appuyé par le public. C'est communautaire, si vous voulez. Et c'est pas tous aux États-Unis. Mais ça paye très, très peu parce que c'est non commercial, la licence vaut presque rien. Donc, les répartitions sont pas importantes. Mais c'est très important pour la carrière de l'artiste, soit de l'auteur-compositeur ou de l'interprète, ou même la compagnie de disques qui en a la responsabilité de sortir le disque. Et je me demande, Éric, si c'est vrai au Canada aussi, si à Radio-Canada ou CBC, si c'est vrai. Ça fonctionne un peu différemment ici, comme vous le savez. Radio-Canada est un organisme public. National Public Radio, ou PBS, c'est financé pour l'essentiel par des commandites ou par des dons du public. On voit tous à la télévision les appels de télévision publique de Buffalo. Il faut dire que Radio-Canada a dans son mandat de promouvoir la diversité. Radio-Canada fait des efforts de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on aimerait bien que Radio-Canada, en termes de paiement de redevances droits d'auteur, soit plus importante. Mais nous, on compense en partie dans les méthodes de calcul de la SOCAN, on compense ça de manière à valoriser un peu l'effort que fait Radio-Canada, tout en reconnaissant le fait que ça vient des autorités du système public. Donc on tient compte du travail spécifique de Radio-Canada. Au niveau des répartitions, hélas, on aimerait bien avoir plus d'argent de Radio-Canada également. Non, ma question, c'était, est-ce que CBC ou bien Radio-Canada sont équipés pour appuyer une carrière? Est-ce que le public est assez réuni, est assez fidèle? Soit en achetant des disques, soit en écoutant, ils ont effectivement un auditoire et ils ont un type d'artiste qui ne passe nulle part ailleurs. Donc, c'est sûr que là, le financement public passant par Radio-Canada a effectivement un peu droit de vie ou de mort, si on peut dire ça comme ça, sur certains types de carrières. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves ici, c'est le rôle du public le rôle du public ou le rôle du consommateur. À un moment donné, Éric a dit tout le monde a joué franc jeu là-dessus, puis éventuellement le consommateur effectivement doit aussi se dédouaner. C'est en fin de course la personne qui écoute. Dans cette problématique d'offre légale que je qualifiais moi de très pauvre, est-ce qu'il y a des modèles d'offres légales? Puis ça, c'est un long shot, là. Mais est-ce qu'il y a des modèles d'offres légales basés sur le financement public ou sur l'apport du public à considérer? Est-ce qu'il y a un Radio-Canada du web? Est-ce qu'on a besoin d'un Radio-Canada? Il y en a énormément. Il y a plein de web radios. Le problème, c'est que la web radio n'a pas de modèle économique stable. Et puis plus elle a d'auditeurs, plus ça lui coûte cher.
en bande passante, donc c'est pratiquement impossible à faire fonctionner. Donc, en revanche, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des gens qui ont tenté un modèle de financement par des contributions volontaires des acheteurs, entre guillemets. Le plus célèbre, ça a été Radiohead. Vous avez noté que Radiohead l'a fait une fois et puis qu'ils ont changé d'avis, et maintenant ils ne le font plus. Leur musique est disponible sur Internet, mais pas au prix qu'on choisit et pas forcément gratuitement. Donc c'est un peu dommage parce que on aimerait être dans un monde idéal où on serait tous capables de faire la bonne chose et de dire, d'entrer dans un magasin et de dire cette orange est magnifique, je vais la payer plus cher que l'orange dans le magasin d'à côté parce qu'elle est une orange qui a été traitée avec des produits chimiques, etc. On va toujours au moins cher, c'est ça la difficulté. Et quelque chose qui repose sur la bonne volonté des consommateurs, des citoyens, c'est forcément quelque chose, le mot n'est pas péjoratif dans ma tête, de marginal. National Public Radio, ça joue un rôle de découverte, mais en termes d'audience, c'est très très faible. Et c'est très lié à une certaine catégorie socio-professionnelle. Ici, Radio-Canada, finalement, a un public plus large. C'est pas forcément plus mal non plus de se dire qu'il y a un radiodiffuseur qui certes est peut-être plus influencé par un modèle commercial. Un mandat en termes de contenu qui est définitivement mieux cadré que celui des radios commerciales. Voilà. Et il y a aussi ici dans ce pays beaucoup de radios communautaires. C'est le pays qui a inventé la notion de radio communautaire, qui a inspiré beaucoup d'autres pays. Là aussi, en termes d'audience, c'est très peu. En termes de redevance de droits d'auteur, c'est très peu, ou zéro. Mais en revanche, en termes d'exposition, en termes de découverte, de curiosité, de test pour les gens qui soutiennent ensuite les talents, ça joue un rôle très très important. Tout ne se mesure pas en termes de droits d'auteur, heureusement. Il y avait déjà eu des projets c'est un centre commercial virtuel canadien pour faire en sorte de proposer toutes les œuvres qui ne sont pas proposées par l'offre commerciale. Et on sait qu'une large part de ces œuvres-là se ramassent justement sur les réseaux peer-to-peer, et les réseaux peer-to-peer sont utilisés en grande proportion pour acquérir des œuvres qu'on ne peut même pas acheter. Hein, c'est une donnée qui est sortie dans une enquête de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Là, il y a peut-être parfois certains types d'œuvres dont la valeur ne peut pas représenter une piste intéressante du point de vue de l'offre commerciale, mais qui aurait peut-être intérêt à être soutenue par des initiatives davantage publiques de mise à disposition de la culture, ou sinon par une licence générale. Vous n'avez pas forcément les bons interlocuteurs autour de la table. Il faut prendre les principaux partis en compétition et leur demander ce qu'ils en pensent. C'est les élections. Nous, ce que je peux dire, c'est que la SOCAN sera toujours prête à accompagner toutes les expériences qui respectent la valeur de la musique. Parce que ce sont vos répertoires de toute façon. Bien sûr. On sera prêt à accompagner toute expérience. On est là pour donner accès à la musique. À partir du moment où on respecte cette valeur de la musique, on n'est pas là pour choisir les gagnants, on n'est pas là pour empêcher le public d'accéder à la musique, mais on n'est pas des fournisseurs de musique en tant que tel. Mais en même temps, c'est aussi indirectement votre rôle de favoriser l'usage de la plus grande diversité possible de vos répertoires. Oui. Une simple question concernant, en fait, tantôt j'ai entendu l'expression les FAI dans un écosystème sain. À l'époque où aucune technologie n'existait à part l'imprimerie, on a inventé l'édition. Ensuite de ça est arrivé le disque, ensuite de ça est arrivé la radio, ensuite de ça on a toujours évolué en fonction de la technologie qui était à notre moyen. Par contre, présentement, ce que moi j'entends depuis environ 2 ans, c'est le fait que, en fait, j'ai l'impression d'entendre des FAI se cacher derrière le concept de vie privée, sous prétexte, parce que c'est à leur avantage. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas à payer. Moi, en tout cas, d'un côté, c'est ça mon premier problème. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on va arrêter de jouer au chat et à la souris et commencer à justement appeler un chat, parler, s'asseoir face à face avec les fournisseurs d'accès Internet qui, je veux dire, les fournisseurs d'accès Internet, c'est des tuyaux. S'il n'y a rien dans le tuyau vaut rien. C'est du moins mon opinion. Je ne sais pas s'il y a d'autres échos. Des opinions, des réactions là-dessus?
Ben, c'est bien que tu le soulignes à nouveau. On en a parlé. Je pense que le problème, puis le problème, c'est qu'il il ne faut pas les voir comme des adversaires. Il faut les voir comme des gens qui protègent leurs intérêts. Et essayons de trouver des points communs. Ça va pas être facile, hein, honnêtement. Mais je pense qu'il faut les voir à la fois comme des adversaires et des partenaires, honnêtement, parce que dans ce cas-là, on peut dire ça de tous les éditeurs de musique. On peut dire qu'une radio, c'est à la fois un adversaire et un partenaire. Mais la logique de la séquence, c'est de dire les gens qui utilisent qui mettent la musique à disposition du public, ce sont d'abord des partenaires avant d'être des adversaires. Bien évidemment, on va se disputer sur le montant, sur les modalités, etc. Mais d'abord, de notre point de vue, c'est des gens qui popularisent la musique de nos membres, les Canadiens et ceux qu'on représente des autres sociétés à travers le monde. Et donc on veut trouver des solutions gagnant-gagnant. Mais il faut être deux pour jouer, pour danser le tango. Je veux bien acheter cette idée-là, mais effectivement, il faut aussi qu'il y ait un dialogue. Faut l'engager, le dialogue. Il faut l'engager avec la pression requise. On le dit et on le répète. Ils ne se laisseront pas... ils ne viendront pas nous l'offrir sur un plateau d'argent. On a toujours dit à la Disque et à la Soproc, essayons de trouver une solution en discutant, en trouvant une solution négociée, aussi assis autour d'une table, sans que personne nous force. Maintenant, si on n'arrivait pas à le faire, c'est notre position, peut-être qu'il faudra demander aux législateurs de l'imposer, cette rencontre-là. Mais c'est toujours mieux de la trouver, cette solution-là, quand c'est de notre plein gré, qu'on s'assoit tous autour de la table. Le législateur, dans les circonstances, étant le CRTC? Non, c'est la loi sur le droit d'auteur qui, pour l'instant, avait prévu seulement le notice and notice, qui en fait est à peu près rien. Maintenant, si on n'arrivait pas à trouver de solution, c'est la position qu'on défend depuis très longtemps. C'était avant C32, c'est le C60 avant, on disait la même chose. Trouvons une solution négociée avec les fournisseurs d'accès. Si on n'y arrivait pas, imposons-la. Donc, demandons que le gouvernement demande au FAI de s'asseoir avec nous. Donc, ce n'est pas le CRTC, c'est le gouvernement. Donc, là, ça dépend aussi du gouvernement et de ses inclinaisons par rapport à son souhait de régler le problème pour un camp ou pour l'autre, à moins qu'il ne s'agisse pas de camps retranchés, puis qu'on trouve un parti qui ait le courage, effectivement, de régler le problème en s'assurant de balloter les intérêts de toutes les parties. Est-ce que ça existe? On trouvera de solution que si elles sont gagnant-gagnant. C'est la seule solution. On ne peut pas contraindre une partie à abandonner ses droits. On ne peut pas contraindre une partie à abandonner une position juridique qui est celle d'opérateur de télécommunications. Il faut trouver une solution pragmatique, gagnant-gagnant. Je suis avec Liette, tout à fait. Il faut mieux la trouver dans le cadre du marché, dans le cadre des discussions professionnelles. Sinon, il faut dire au pouvoir public, on a essayé, on n'a pas réussi, à vous de voir. Puis là, on a des élections. Est-ce que c'est pertinent d'en parler? On a des partis donc qui s'affrontent sur plein d'enjeux. Est-ce que c'est un enjeu? C'est malheureusement un enjeu qui passe souvent à la trappe. L'enjeu de la culture ou l'enjeu du droit d'auteur au moment des élections. Il semble qu'il y ait des choses qui sont davantage porteuses que ça. Je ne sais pas ce que les conservateurs ont mis dans leur plateforme, s'ils ont mis quelque chose. Les libéraux ont mis quelque chose. NPD, je ne sais pas encore. Mais par exemple, à la dernière élection, les conservateurs avaient, dans leur plateforme, annoncé déjà qu'ils aboliraient le régime de copie privée. Alors, je vois difficilement comment ça peut être autrement aujourd'hui. Ils reviendraient là-dessus. Maintenant, qu'en était-il des autres partis sur cette question-là? Ils vous appuyaient ou pas mollement? C'est très vague. C'est vague, hein? Les libéraux appuient sur certains aspects, des choses, mais c'est assez vague. Trop vague. Je ne sais pas si vous en savez un peu plus, mais c'est très vague. Bon. C'est pas l'enjeu de l'élection. Posez des questions à vos candidats de comté. Non, mais ça c'est très très juste. Vous avez chacun un rôle à jouer. Vous avez des candidats dans chacune des circonscriptions. Envoyez-leur des messages. Martine? En tout cas, excuse-moi, dans ma circonscription, il y a Pierre Nantel qui travaillait chez Audiogramme, qui travaillait chez Sony. Il est candidat NPD, alors je vais aller faire donc, au moins, ça mène à ça, l'industrie de la musique. Après le gérant d'Éric Lapointe, on a le gérant de Isabelle Boulay, je pense, en fait. Peu importe. Oui. OK. T'es chanceuse. Il va... Bon. Martine? Parce que je ne sais pas si ça faisait partie du briefing, la culture des candidats, la culture pour les candidats, mais ça, c'est à voir. On va les envoyer voir la captation du panel. Oui. J'ai une question pour la Disque. Étant donné que le CD est
la mort du CD est annoncée, on le sait, que le seul secteur, en fait, de l'industrie qui va très mal, c'est le secteur de l'enregistrement, puis on a tendance à confondre, à mettre tous les secteurs dans le secteur d'enregistrement, quand l'industrie de la musique, quand même, a beaucoup de revenus. La disque va s'appeler comment, éventuellement? Il va certainement avoir enregistrement sonore dedans. Ça ne sera plus le disque, mais le ES. C'est un scoop, ça? C'est pas un scoop. Non, pas du tout. Je vais faire votre site Internet en même temps. Dis-moi. Yes. Bon. Tu sais, il faut que tu mêles l'utile et la... Tu veux le refaire, c'est ça? Oui, ben oui, j'ai le contrat. Bon. Non, notre site est correct pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est l'enregistrement sonore, c'est ce que j'ai dit en ouverture tantôt. La musique, puis Éric l'a dit, d'autres l'ont dit, la musique est plus vivante que jamais. C'est le disque qui va pas bien, l'enregistrement sonore. Bon, la disque s'appellera autrement, je sais pas. Mais de toute façon, si c'est pertinent de changer de nom, j'imagine que je serai plus là, mais il y en a d'autres qui changeront le nom. Et si c'était pertinent, très bientôt? Si c'était pertinent, changeons-le. Je veux dire, de toute façon, ce qui est important, c'est la mission de la disque, c'est ça d'abord et avant tout, défendre l'intérêt des producteurs. Un changement de nom, quand même reflète beaucoup. Non, mais on le fait en marketing, on voit souvent des clients qui modifient beaucoup leur comportement d'affaires en fonction du nom ou de la charte graphique qu'ils utilisent. En fait, on ne prévoyait pas parler de ça, mais ça fait partie. Je sais, c'est parce que ça fait partie de cette espèce de capacité de prendre des risques et d'aller de l'avant et d'initier les réformes puis l'innovation. Je veux dire, et le simple changement du nom d'une association, c'est totalement accessoire et en même temps, ça ne l'est pas. Là, la vente de disques occupe quand même une place importante, on s'entend, c'est pas encore fini. 66% de la consommation de la musique est encore en support physique. Mm-hmm. D'accord. Pour très peu de temps, parce que la vente des enregistrements va baisser. Les jeunes, les générations qui suivent, c'est qu'elles ne se consomment pas comme ça. Ça va être l'eau accessible comme la musique accessible comme l'eau au bout du robinet. Ça va être plus le streaming et tout ça. Donc, la vente comme telle, je pense qu'il y a un changement aussi. Puis, si on veut survivre, puis vos associations survivent, faut la regarder, la vague. Il ne faut pas essayer de l'arrêter. Le tsunami est là, il arrive. Là. Mais en fait, je pense que le changement de nom, là, c'est bon. On n'est pas là, mais il ne faut pas s'attarder qu'à ça. Je pense que le fait d'en discuter, de dire qu'il y a une série de mesures, il faut les regarder toutes. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Puis c'est ça qu'on veut faire à la disque, c'est ça que la SOCAN veut faire, c'est ça que je pense que tous les organismes du milieu culturel veulent faire, voir l'ensemble des mesures possibles. Le nom après. Okay. On s'achemine vers une conclusion. Et moi, totalement, je vais revenir à notre proposition de la SAC parce que ça répond un peu à la question de Martine. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir que si les compagnies de disques faisaient partie des ayants droit dans notre licence globale qu'on souhaiterait avoir, que si tout ça de l'argent qui serait plus porté à mettre des budgets pour l'enregistrement, peu importe le soutien technique, je parle de l'enregistrement, la disponibilité de la musique et un soutien financier aux artistes, aux interprètes, et finalement tout le monde dans le milieu. C'est clair que dans la proposition, l'ensemble des ayants droit, autant les interprètes que les producteurs de disques en bénéficieraient. Faut-il qu'ils soient d'accord pour en bénéficier? En fait, pour l'instaurer. Mais je pense que là-dessus, on a quand même vu dans quelle mesure il y avait encore des freins à l'instauration d'une mesure semblable, des freins réels, concrets. En même temps, le fait que votre proposition, elle n'est pas dogmatique, elle permet aussi la critique, elle permet les modifications, les amendements, tout comme la proposition de la gamme. Ce qui est malheureux peut-être à la rigueur, de mon point de vue, je ne peux faire autrement que de trouver le temps long. Et je pense que c'est là qu'on a... Nous tous, on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça, Jean-Robert, honnêtement. Honnêtement, si on avait une solution magique... Donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, trouvons
trouvons des moyens, essayons d'innover quant aux moyens qu'on met en œuvre pour faire en sorte de faire progresser, cheminer le dossier. Est-ce que le on petit va prendre peut dire un petit mot? Oui, tout à fait. Oui. Moi, puis on va conclure bientôt. Non, c'est correct. Moi, j'ai regardé ça d'en haut, puis donc j'étais pas impliqué dans le dossier, mais j'ai comme l'impression que vous regardez ça depuis une position qui est celle du passé, celle de l'industrie que vous avez connue. Or, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de regarder dans 10 ans, dans 20 ans, d'imaginer comment elle sera l'industrie de la musique avec les réseaux d'aujourd'hui. Il y a un truc évident, c'est que... Merci beaucoup. Il y a un truc évident, c'est que le disque, c'était le médium. C'était le médium, et Marshall McLuhan, que vous connaissez très bien, un éminent Canadien, nous l'a expliqué il y a 40-50 ans, je ne sais plus trop. Donc c'est le médium et le message, et le médium c'est aussi le pouvoir, celui qui contrôle le message, il contrôle le pouvoir. L'industrie de la musique, c'était un réseau de distribution, c'était des supports matériels. Le réseau de distribution et le support matériel, il n'y en a plus, il est dématérialisé. Et le réseau de distribution, eh ben, vous les avez cités, vous avez été bien gentil avec eux, mais c'est ça, c'est les fournisseurs d'accès Internet. Est-ce qu'on peut poser, est-ce que je pourrais dire, moi, en imaginant, parce que je ne fais pas partie de votre industrie comme telle, mais j'y ai travaillé il y a longtemps, est-ce que je peux imaginer que l'industrie du disque va disparaître totalement, que l'industrie, par contre, de la technologie musicale va continuer à croître, qu'il y a plein de choses à inventer, que l'avenir est certainement intéressant, mais qu'il ne faut pas partir du passé et de nos privilèges acquis? Non, oui et non, Christian. Je pense qu'en effet, l'industrie du disque et de la musique pourrait se transformer complètement pour faire fusion avec une industrie des technologies. Pourquoi pas? Maintenant, il faut quand même être capable de regarder le passé et le présent surtout pour être capable d'en dégager des pistes puis des visions d'avenir. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, il faut définitivement fonder notre vision de l'avenir sur des bases existantes. Là. On n'a pas le choix. En regardant le passé, permettez-moi, si on regarde au début du siècle dernier, quand la radio est arrivée, le discours qu'on avait, puis que les éditeurs de musique, de feuilles de musique, criaient au désespoir parce que là, il n'y aurait plus de spectacle. Non, mais on le sait, c'est effectivement, chaque nouvelle innovation a fait peur, a fait craindre la disparition des technologies précédentes. Et on voit qu'effectivement, l'histoire se déploie. On pensait que les jeux vidéo feraient mourir le cinéma. Il faut essayer d'imaginer l'avenir. Le disque, il restera comme support de stockage, il restera comme objet de collection, il restera pour toutes sortes de raisons. J'ai du vinyle à la maison, je veux dire, vous en avez tous probablement. Mais il en demeure pas moins qu'il va y avoir mutation fondamentale de notre façon de consommer et d'avoir accès à la musique. C'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Là, il y a un point qui est tout à fait nouveau par rapport à ces périodes-là, c'est l'accélération des mutations techniques et économiques. Absolument. La radio est apparue dans les années 20, 30, et elle est restée pratiquement la même jusqu'aux années d'aujourd'hui. La télévision est apparue, elle a trouvé sa place, et elle n'a pas beaucoup changé en 50 ans. Aujourd'hui, on a des vagues d'innovation permanentes, et le temps qu'on ait réfléchi à comment trouver une solution pour un nouveau défi, il a disparu. Qui se rappelle de MySpace aujourd'hui? C'était censé être la grande révolution, et Rupert Murdoch l'a payé une somme folle, maintenant il ne sait plus quoi en faire. Facebook, il y a 3 ans, c'était quelque chose de relativement très peu connu. Aujourd'hui, Google domine le monde de l'Internet, mais ce sont des incarnations d'une même chose. Non. Oui. Ce sont des incarnations de la numérisation des contenus. Non, pour moi, le réseau social est c'est une disruption considérable. L'échange, la relation avec les amis, entre guillemets, le réseau informatique, il est là depuis longtemps, et ce ne sont que des manifestations commerciales récentes de tout un système de réseau, quelque chose qui repose sur la mise à disposition de points vers un point ou point multipoint, alors que quelque chose qui repose sur les recommandations sociales, pour moi c'est fondamentalement différent. C'est des attitudes par rapport aux services totalement différents, c'est une attitude du consommateur, du client totalement différente, et vous avez besoin de nous donner ce petit crédit, de dire, nom d'un chien, il y a tous les jours un nouveau truc qui arrive, et quand on croit avoir trouvé une solution pour quelque chose, hop, c'est la nouvelle... Mais il y a une chose qui est permanente, c'est la dématérialisation des contenus et l'hypertemporalité des échanges, parce que là, avec la platine cassette à cassette, avant, même si on la mettait à 3 fois,
je veux dire, ça prenait quand même un petit bout de temps avant de se passer une musique d'une personne à l'autre. Bien sûr, mais la question de la numérisation des contenus, là, est fondamentale et toutes sortes d'incarnations et de manifestations d'entreprises qui jouent sur cette nouvelle donne technologique-là, effectivement, elles peuvent être extrêmement éphémères. Mais le fondement, l'apparition de cette nouvelle technologie, elle est fondamentale. Et il y a probablement lieu, justement, d'être prospectif et d'être capable de voir ce qui ne changera pas. Bien sûr, mais on peut être prospectif à 5 ans dans ce secteur. 20 ans, c'est illusoire. Totalement illusoire. Et ça, c'est un peu la difficulté. Mais c'est pas grave, on travaille, on n'est pas endormi sur le sujet. Et je pense qu'il y a enfin une prise de conscience qu'il faut qu'on soit autour de la table ensemble. Et ce genre de conversation n'aurait pas été possible il y a 3 ans. Il n'aurait pas été possible, tout ça. Pardon. Ben, merci d'avoir été avec nous. On peut rester, hein, donc il n'y a rien qui t'empêche de venir poser la question directement à la personne concernée. Merci encore beaucoup. Faites connaître l'existence de la captation puis de l'archivage de ce panel si vous croyez que ça a été enrichissant. Il est possible donc de retourner le voir sur le site de Musique Numérique, Musique QC, Numérique QC et d'Iconoclaste aussi. Et faites savoir que ça a eu lieu. Merci d'avoir été là, puis on reste encore un petit peu, peut-être boire une bière, sait-on jamais. Merci.